Emilia, c'est un logiciel pour automatiser sa prospection B2B, que ce soit par email, par LinkedIn ou du coup en multicanal. SEO carrément, on rank sur pas mal de noms de nos compétiteurs très très bien. Le problème c'est que les gens savent pas vraiment ce qu'ils vendent. En fait, ils vendent pas la finalité de ce qu'ils vendent, ils vendent le concret. Ça je te le garantis parce que 5 à 10% de croissance tous les mois, au final on va finir par y être. Moi ma victoire c'est de pas avoir levé de fonds, d'être une société rentable. LinkedIn depuis un moment, ils ont commencé à ban pas mal de fondateurs de SaaS, la nouvelle vague de ban depuis 2-3 mois. Ça me paraît dangereux, perte de temps. Les canaux d'acquisition, ils sont totalement différents. Pourquoi ils vous détestent autant? Enfin, pourquoi ils vous bannent? Ils ont scrappé toute la planète, mais ils nous disent à nous scrapez pas. LinkedIn Sales Navigator, c'est la meilleure source de données. On scrape au-delà des 2500, et ça, personne d'autre le fait. On était une agence et on claquait chez Lemlist. Le support client, c'est toujours moi qui le fais. On faisait 250 000 euros par an en tant qu'agence. On n'a qu'une seule commerciale, 2 développeurs et un CEO. Personnaliser le copywriting avec de l'IA. À chaque fois, mes intros sont de plus en moins simples. Du coup, là, tu me disais que t'étais pas venu à Budapest à cause de moi, entre guillemets? Bah ouais, tu m'avais dit c'est pas la bonne période pour venir. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit c'est pas la bonne période. Je me suis dit bon bah vas-y, j'y vais pas alors que j'ai très envie de voir Budapest depuis un moment. Ouais, bah, sincèrement, enfin, moi, je suis tombé amoureux de la ville, donc tu viens quand tu veux, au plaisir, on se voit, mais là, il fait genre 35 degrés, j'ai la clim à fond. Je te conseille pas de venir en ce moment. Ouais, bah je viendrai en octobre-novembre maximum, c'est sûr. Ok. Là, du coup, t'es à Rome? Ouais, Ok, bah, ouais, ouais, c'est plus petite sympa, semaine je de pense, ouais. vacances. Ouais, puis ça fait visite culturelle en même temps que c'est détente, donc ça va. Et juste avant qu'on commence un petit peu, parce que j'ai quand même pas mal de questions ultra précises pour toi, parce que t'es quand même, on va dire, un SaaS quand même très connu en France, international, dans la partie, on va dire, outbound prospection. T'es le CEO d'Emelia. Je vais te Ouais. présenter juste après. Pourquoi tu te fais autant ban? Parce que là, je me suis connecté et tu t'es refait ban depuis qu'on s'est parlé? Non? Non, je me suis pas refait ban. Non, non, non. Alors, ah, ok. Donc, LinkedIn, depuis un moment, pour ceux qui ont pas forcément vu, ils ont commencé à ban pas mal de fondateurs de SaaS, comme Breeze de la grosse machine, Eva Boot, Ouais, JB. Lemlist, Walaxif, tout le monde en vrai. Ah, pourquoi Lemlist, ils sont fait Bah, ban là, maintenant? alors, Walax, alors, C'était il y a longtemps. ouais, alors c'était il y a longtemps. Ah oui, non, non, c'était il y a longtemps. Alors, là, je parle juste des Voilà, CEO. Je moi je sais parle de que, la nouvelle ouais. vague. Ok. Nouvelle vague de ban, la nouvelle vague de ban depuis 2-3 mois. Il y a les gars de Pronto aussi, même s'ils Ouais. sont beaucoup plus neufs. Et donc, on se fait ban l'extension sur Google Chrome et on s'est fait ban nos profils. Après, moi, là, je suis revenu sur LinkedIn, j'ai recréé un profil, alors que mon associé, lui, il n'y arrive pas. Ok. Moi, j'ai recréé un profil, je me suis dit, vas-y, je vais le refaire monter. Mais en fait, ça me paraît dangereux, perte de temps. Si je leur fais monter pour qu'ils me rebannent, ça sert à rien. Et en plus, en fait, j'ai été ban pendant un mois. Ça a strictement rien changé à ma croissance d'Emelia, tu vois. Ok. Parce que quand on fait du service, c'est très bien de poster sur LinkedIn, etc. Mais quand tu es dans du produit, globalement, les canaux d'acquisition, ils sont totalement différents sur le SEO, etc. Euh, et donc l'intérêt de rester sur LinkedIn, voilà. Et je Ok. le vois pas de fou, quoi. Même si évidemment il y en a un, et je préfère que les autres parlent de moi plutôt que moi parler de moi et essayer de récupérer la notoriété que j'avais avant. Ça me paraît du chemin, quoi. Ouais, 100%. Et juste d'un point de vue politique, en vrai, concrètement, pourquoi ils vous détestent autant? Enfin, pourquoi ils vous bannent? Ah bah en fait l'hypocrisie totale. De toute façon, faut que je fasse une Vas-y, vidéo. vas-y. Faut que je fasse une vidéo là-dessus. Je voulais faire une vidéo LinkedIn vs nous, tu vois. Euh, Bah, en fait, ils aiment pas parce qu'on contrevient donc à la policy de LinkedIn, puisqu'on scrape des données et qu'on automatise. Euh, mais déjà, c'est la plus grosse hypocrisie de la planète, puisque les mecs font de l'IA. Donc globalement, ils ont scrappé toute la planète, mais ils nous disent à nous scrapez pas. Déjà, il y a ça. Et en plus, je pense que c'est hypocrite parce que vu qu'on force les gens à avoir LinkedIn Sales Navigator pour scraper, en fait, on leur apporte de l'argent. Un peu comme Google Workspace ou Microsoft qui, à des moments, ont dit ouais, on va ban les gens qui font du cold Ouais, c'est emailing. ça. Et tout d'un coup, Google, ils ont fait ça. Ils ont coupé plein de comptes de gens qui faisaient du cold emailing. Tout le monde est passé chez Microsoft. Et en fait, finalement, ils ont allégé chez Google, puisqu'en fait, ils se sont rendus compte que, en fait, on avait des milliers et des milliers et des milliers de comptes. Donc, on leur faisait gagner de l'argent. Donc, LinkedIn, je pense qu'on leur fait de l'argent à pousser les gens à prendre du LinkedIn Sales Nav. Et du coup, je pense que c'est contre-productif. Et je pense qu'en plus, c'est surtout une sorte de monopole qu'ils essaient de protéger
Mais le problème, c'est que LinkedIn Sales Nav, pour faire de la prospection, aujourd'hui, c'est nul, à part pour scraper des Ouais. données. Donc, il y a besoin d'outils comme nous. S'ils le faisaient eux-mêmes, nous, on n'existerait pas sur la prospection LinkedIn. Donc, en fait, voilà, ils veulent que les gens prennent leur Sales Nav. Et puis voilà, mais de toute façon, légalement, il n'y a juste aucun souci, en fait. Légalement, il n'y a pas de souci. Le seul où il y a un souci, c'est les conditions générales de LinkedIn. Mais légalement, il n'y a pas de problème, tu vois. Je risque pas d'aller en prison ou quoi que ce soit, tu vois. Il n'y a rien de. Scraper, c'est légal, en fait. Ouais, 100%. Et c'est vrai que tu as raison de dire que c'est l'hypocrisie parce que c'est vrai que bah, je pense que c'est toi non qui disais que enfin si jamais ils voulaient tout interdire, ils pourraient, parce qu'en soi c'est dans leur code, mais ils le font pas parce que tu vois, tu prends juste LGM, Emelia, Lemlist ou Alaxi, ils ont déjà porté des millions, si ce n'est des dizaines de millions juste de ventes de SalesNav à tout le monde parce que Bah oui. en vrai, une fois que tu as la fiche SalesNav, bon, faut quand même y faire quelque chose, tu vois. Tu vas pas faire tout ça à la main. Bah, Et du coup, ils non, sont mais entre c'est les deux, sûr. ouais, c'est bizarre. C'est sûr. Et en plus, nous, vraiment, parce que nous, on pense vraiment de base que LinkedIn Sales Navigator, c'est la meilleure source de Ouais, données. Et c'est pour ça qu'il faut c'est scraper sûr. LinkedIn Sales Navigator. Et donc, du coup, on leur fait gagner de l'argent. Alors que si, comme d'autres, on proposait des bases de données, bah, du coup, Ouais. on leur ferait pas gagner d'argent, puisqu'on aurait les bases de données et on les donnerait directement. Donc, en fait, allez vous attaquer aux plus gros qui fournissent des bases de données, mais laissez les petits tranquilles, tu vois, parce que nous, on est quand même petits. Tu disais que Emilia, c'est gros, etc. Mais Emilia, c'est en Oui, France, c'est oui, c'est vrai, connu en c'est vrai. France. Mais on est archi petit comparé à. Enfin, tu vois, même Lemlist considère que Apollo est son market leader, tu vois. Ouais. Tu Ouais, vois. 100%. Parce que Donc, d'ailleurs, Apollo sont très grands, parce que les gens disent ouais, Apollo c'est mort, etc. Ils ont fait un switch Apollo. Maintenant, c'est genre tu gères ta partie commerciale depuis Apollo. Et en vrai, je pense qu'ils sont beaucoup ouais. plus gros que Lemlist encore maintenant. Ils sont plus. Bah, c'est 250 millions de levée de fonds, donc on parle quand même d'un quart de Quand même. milliard. Je suis pas sûr qu'en chiffre d'affaires, Lemlist soit forcément ultra, ultra loin. Ah, ok. Mais en termes de Lemlist, du fait qu'il soit bootstrappé, etc., moi, pour moi, c'est mon market leader. Mais pour eux, quand j'entendais Guillaume Moubèche parler à l'époque, c'est Apollo leur market leader, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est une question d'échelle, quoi. Ok, 100%. Est-ce que tu peux rapidement résumer, on va dire, toi, ce que tu fais et ce que fait Emilia? Alors, je pense que tous les gens connaissent, vu que j'ai un peu, on va dire, une audience un peu nichée, mais quand même, au moins, on met tout le monde d'accord. Ok, carrément. Donc moi, je suis le fondateur d'Emelia. Emelia, c'est un logiciel pour automatiser sa prospection B2B, que ce soit par email, par LinkedIn ou du coup en multicanal. Et on a rajouté il n'y a pas longtemps tout ce qui est data. On avait déjà le scrapper, mais maintenant on a l'email finder et le phone finder en cascade. Donc voilà, c'est un outil tout en un pour faire sa prospection de manière centralisée. La seule chose qu'on n'a pas, c'est le côté CRM, où là plutôt on a des intégrations avec HubSpot, Pipedrive, on est sur Make, etc. Donc c'est un outil tout en un pour faire sa prospection de manière simplifiée, scalable surtout, parce qu'en fait la particularité des Melia, c'est qu'on a créé des fonctionnalités qui rendent scalable la prospection, que ce soit tu vois le multi-sender que maintenant Ouais. genre tout le monde fait, mais il y a 4 ans, en fait, on était les premiers à le faire. Et puis même sur le côté scrapper, où on scrape au-delà des 2500, et ça, personne d'autre le fait, tu vois. Mais pour moi, qui avait besoin de scraper des listes de 30 000, 40 000, le fait de découper ces listes, c'était juste un calvaire. Donc, on a créé le scrapping avec la segmentation. Donc voilà. Et on a un prix qui permet de scaler. Alors que, en fait, si tu es chez d'autres, eux, ils vont te dire, ouais, ce qui compte, c'est la personnalisation, ce qui compte, c'est la personnalisation. Mais si t'as pas de volume, enfin, tu sais, en fait, tout le monde ment en fonction de son approche. Il y a des gens qui disaient, ouais, il suffit de personnaliser. Ouais, d'accord, enfin, tu peux personnaliser, mais aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que tu peux et personnaliser et faire du volume parce qu'il y a l'IA qui peut écrire tes messages. Donc, en fait, il faut avoir le meilleur des deux mondes, tu vois. Les gens qui disent, ouais, spread and pray, tu sais, genre, Ouais. t'envoies plein d'emails, mais tu le fais mal. Ben non, tu peux envoyer plein d'emails et le faire bien, tu vois. Enfin, nous, on le fait, tu vois. Donc voilà, on permet de faire du volume. Ok, ouais. Petite balle perdue pour Lemlist, que Erwan est passé il y a un mois. Non, mais je sais que c'est pas personnel. Il m'a dit justement l'inverse. Il m'a dit, ouais, nous, on veut se baser sur ultra personnalisé avec peu de volume. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus avec l'IA, en vrai, tu peux faire les deux et normalement, tu peux très bien faire les deux, quoi. Et c'est pas une balle perdue, moi j'attaque Oui, personne, je je viens de sais, dire que c'est mon market leader. c'est ça. J'ai aucun problème avec les autres, j'ai aucun problème avec personne. Voilà, c'est ça. Après, t'as raison, en fait, chacun, on va dire, vend un petit peu la prospection sous l'axe de son produit. Je sais que Lemlist, Mm. leur but maintenant, c'est d'avoir genre un Lemlist par commercial. Et en gros, ils ont genre 5, leur top 50 leads par jour à contacter. Toi, ça reste comme un outil juste de prospection. Donc forcément, il faut du volume. Ouais. Enfin, je passe mon temps à dire ça à mes clients, mais effectivement, d'abord le meilleur message possible. Tu contactes 50 personnes par semaine. Bon, bah,
Même si tu as un taux de rendez-vous qui est à 30%, ça va te faire que quelques rendez-vous, entre guillemets. Donc ouais, Bah ouais, 100%. c'est ça, ça dépend de ta cible, ça dépend de ta taille, la taille de ton marché, et cetera. Mais il y a des gens, ils ont une taille de marché énorme et en fait, tu peux pas, contacter, que peu de personnes. Après, si tu as un marché ultra niche, bah vas-y, personnalise de ouf. Et si tu as un marché vraiment de niche, de niche, de niche, bah tu prends ton téléphone, tu aussi, tu vois? Enfin, c'est chacun en fonction de sa taille, de son marché, qui a besoin de volume, qui a besoin de méthodes, différentes, tu vois? Ouais, 100%. Et la question aussi que j'avais, c'est plus en termes de positionnement, parce que là, les outils, on va dire, de outreach automation, en France, il y en a beaucoup, à l'international, il y en a des centaines. Comment tu arrives à te démarquer? Moi, j'ai l'impression que tu t'es quand même démarqué par le prix, parce qu'effectivement, tu as quand même des prix très abordables comparés aux autres, si ce n'est, je pense, les moins chers. Est-ce que tu avais quand même d'autres axes différenciants? Bah, l'axe différenciant, c'était le prix au début. Ok, C'est sûr que c'était le prix. Après, maintenant, c'est plus du prix quand tu fais du volume. Mais en fait, si par exemple, tu prends notre forfait de base à 37 euros pour, ouais, on met quoi? On met 3 boîtes mail, un compte LinkedIn et quelques crédits. Au final, on n'est pas beaucoup moins cher que le premier prix de la grosse machine ou des trucs comme ça. C'est juste que nous, en volume, on est moins cher parce que notre but, c'est d'aider les gens à faire du volume. C'était ça le positionnement. Après, à quel point on était différent? En fait, j'avoue que nous, quand on a créé Emilia, c'était parce qu'on était des gros utilisateurs de Lemlist, parce qu'on ok, était une agence. Et ouais, à la base, on était une agence et on claquait chez Lemlist, mais 1000, au début 1000, mais à un moment, ça a dû monter à 3000 € par mois. ok. Et parce qu'on est une agence où on faisait des sites internet, mais on faisait aussi beaucoup de gross marketing. À l'époque, ça s'appelait du gros. Maintenant, faire du cold emailing, c'est plus du gros, C'est c'est du marketing. banalité, quoi. Ouais, c'est banalité. Et en fait, chez Lemlist, déjà, on payait trop cher, c'était insupportable. Et en plus, il nous manquait des fonctionnalités que nous, on avait besoin, comme le multisender, qu'on n'avait pas. Et du coup, il fallait créer un compte, faire plein de campagnes. On n'avait pas non plus les mails à plus X minutes. Et ça, on le voulait trop, tu vois. Donc, en Ça, fait, nous, c'est on c'est a excellent, créé. ça, hein. Enfin, je précise, mais ça, c'est Ouais, vraiment bien. Et il n'y a pas sur les autres. Et alors, en email ou sur LinkedIn, c'est tellement plus humain de pouvoir faire des trucs relance après 1 minute, 2 minutes. C'est vraiment top. c'est ça. Et même sur LinkedIn, là, du coup, ce qu'on a fait, on a fait les sub-messages. T'as même pas besoin de mettre 1 minute ou quoi. C'est vraiment, tu peux dire bonjour, ça va, je me permets de, tu C'est trop sais, bien, ça. à la suite, comme si c'était des messages séparés. Tu vois? Donc, en fait, le truc, c'est qu'on a créé notre propre outil parce qu'on avait besoin d'être libre dans ce qu'on faisait. Et du coup, on l'a mis très peu cher. On s'est dit, vas-y, sur un malentendu, ça marche. Sinon, ça fait de la pub pour notre agence qui s'appelait Bridgers. Et surtout, bah, nous, ça nous permet d'éviter de payer l'Emlist. Et après, bah, du coup, ça a commencé à apprendre, etc. Donc, c'est vrai que les histoires de positionnement, ils ont changé un peu avec le temps. Tu vois, on était un outil qui était beaucoup pour les grosses. Au final, voilà, le cold emailing, c'est plus du gros. Donc, on est plus passé à un outil qui, en fait, s'adresse aux commerciaux, en fait. Tu vois? Donc le positionnement, il change et le positionnement, il peut encore changer. Nous, on est archi prêt à évoluer et je pense qu'il y a un changement de positionnement qui va arriver dû à l'IA, Ouais, c'est où il sûr. va falloir comment trouver sa place là-dedans. Est-ce que notre but, c'est de faire un sales copilot? Ce qui est une idée qui me trotte dans la tête, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment un marché tout de suite? Est-ce que c'est que la data qui est important, tu vois? Le positionnement, c'est le prix. Oui, pour les gens qui veulent scale, mais c'est surtout, on est beaucoup plus proche de nos clients. Le support client, c'est toujours moi qui le fais la plupart du temps, sauf là quand je suis en vacances. Le produit, il évolue vite. Donc on a des bonnes relations avec beaucoup d'agences. Parce que quand elles ont besoin d'une fonctionnalité en plus, d'une route d'API en plus, ou de quoi que ce soit, bah nous on est très rapide à les faire. Et donc voilà, le logiciel il évolue comme ça. Euh, voilà. Ouais, Et il va encore évoluer en fonction des demandes des clients. ok. Je savais pas que tu avais une agence avant et que c'est parce que tu utilisais l'Emlist et que c'était trop cher et pas assez personnalisé que tu avais lancé Emilia. C'est très Ouais, intéressant. c'est ça un peu, c'est ça un peu la story Ok. Covid. Quand ils ont dit après le premier confinement, quand ils ont dit couvre-feu, nous avec mes associés, on s'est dit ok bah nous on part en Espagne parce que couvre-feu c'est mort. Ok. Euh, et du coup le CTO de la boîte donc Charles, quand on s'est rendu compte qu'on payait trop cher l'Emlist et tout, il a fait ah mais moi je le refais en 2 semaines ça. Bon finalement ça n'a pas du tout pris 2 semaines. Mais du coup, on l'a fait quand on était en Espagne pendant la période Covid. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et à partir de quand, du coup, tu as officiellement, on va dire, fait son switch? Parce que tu vois, genre, je connais tellement d'agences qui lancent leur SaaS et c'est le truc cliché.
Et en fait, beaucoup, et je pense que du coup, c'est une mauvaise idée, essaient de faire les deux en parallèle en mode, ouais, l'agence, ça fait du cash, je fais un peu dans le SaaS et au final, il n'y a rien qui marche. À partir de quand tu t'es dit, ok, Ouais. vas-y, bah là, je kill l'agence, focus sur le SaaS. Bah, en fait, finalement, il y a pas très, très longtemps, en clair, Emelia, c'est sorti quoi? Fin 2020, début 2021, quelque chose comme Ouais, ça, c'est vrai, en ça. version bêta, tu vois? Et je pense que c'est début 2000 fin 2023 qu'on a vraiment kill l'agence. Mais globalement, ça fait 3 ans que plus personne ne sait qu'on fait l'agence sur le côté. Tu vois, on a juste gardé quelques clients Ouais, historiques et on l'a pas fait sur du cold emailing. On l'a vraiment fait juste sur du développement de classique. plateformes, d'applis. C'est ce qu'on faisait avant. Mais en fait, dès le début, on a lancé Emilia. Commençait à y avoir un peu trop de conflits d'intérêts entre le fait qu'on était une agence, mais qu'aussi on avait Hmm. Emilia qui avait des agences en clients. Et du coup, en fait, je sais pas comment dire. Imagine, toi, tu utilises Ah oui, Emelia, ouais. tu as des clients, tu utilises Emelia, tu as des clients, tu les as mis sur Emelia, et en fait, ces clients te quittent, ce qui arrive beaucoup quand on fait du gros marketing, parce que les clients, ils restent rarement très très longtemps. Bref, c'est pas un sujet. Et du coup, après, les gens venaient chez nous. Ouais, j'ai vu que vous étiez une agence. Moi, je passais par Valentin, mais en fait, j'ai envie de passer par vous. Du coup, il y avait un conflit Ouais, d'intérêt c'est à limite. piquer Ouais. les clients de nos clients, tu vois. Donc ça, on a direct arrêté le gros marketing. On a juste continué le mode agence. Et après, ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu fais, on faisait voilà, 250 000 euros par an en tant qu'agence, Ok. ce qui n'était pas énorme, mais l'agence, elle n'était pas très très vieille non plus. Et on est une petite équipe, on l'est toujours. Et en fait, à un moment, tu es obligé de prendre le risque de faire moins d'argent en se concentrant sur son SaaS. Et après, c'est un pari. Et là, je suis content parce que ça fait quand même plus d'un an qu'on a gagné ce pari, où on fait plus de chiffres maintenant en tant qu'Emelia qu'en tant qu'agence. Et en plus, on est beaucoup plus tranquille, tu vois. Ça, c'est quand même. Mais ça a pris du temps, tu vois. Parce qu'à un moment, tu es entre deux et tu sais jamais quoi prioriser, entre faire de l'argent tout de suite ou investir pour ton futur. Et bah, nous, on a eu de la chance, ça a marché. Ouais. C'est vrai que ça marche pas Je, forcément pour tous. je pense que tu as un peu vécu le rêve de beaucoup de fondateurs d'agences. Enfin, j'en parle beaucoup et t'en as presque un sur deux qui veut lancer un SaaS. Et il s'est dit un jour, si j'avais le même CA avec mon agence qu'avec un SaaS, ce serait magnifique. Du coup, toi, tu l'avais. Quand tu le dépasses. Ouais. Ouais. On se sent comment du coup quand on fait le même CA qu'une agence, mais du coup avec un SaaS qui effectivement est 1000 fois plus tranquille et revendable. Ouais, c'est ça, c'est surtout que tu crées de la valeur en Ouais. fait. C'est ça la différence, c'est que tu crées de la valeur et tu peux le revendre. Euh, on se sent plus tranquille. Moi, je suis un mec stressé dans la live, donc je suis un mec tranquille. C'est mes associés, eux, ils sont tranquilles, hein. Mais non, on est content. On est content. On continue d'évoluer et puis voilà, hein. Mais ouais, non, mais je suis très content de ce que je fais, quoi. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de chemin. Ouais, c'est 100%. Et après, juste question par curiosité, parce que j'aime quand même bien poser ça. Tu penses qu'un jour au cash out, tu t'es fixé, on va dire, un chiffre ou en mode un horizon, ou pour l'instant, non, c'est focus Emilia et tu le gardes. Non, de toute façon, pour l'instant, c'est Focus Emelia. Après, je crois pas qu'Emelia soit l'entreprise de ma vie, tu vois. Ok. Je pense qu'il y aura d'autres trucs. Euh, Après, oui, demain, tu me dis 20 millions, tu vois, tu me dis 20 millions, je le lâche, tu vois. C'est pas un souci. Mais aujourd'hui, personne ne va donner 20 millions à l'heure actuelle, tu vois. Euh, donc, on verra ce qui se passe. Mais c'est quand même bien d'avoir de l'argent qui rentre, de la croissance qui est là, tu vois. Puis repartir à zéro dans le guêpier de re-avoir un sas, Ouais. tu vois, retourner je sais pas, dans la cage, tu vois, dans l'arène, tu vois, ce que je te disais hier. Mais retourner dans l'arène de refaire un sas qui doit repartir de zéro à 10 000, puis de 10 000 à 20 000. C'est dur, hein, le début est dur. Ah, enfin, Donc, le reprendre pour repartir du début, ouais, faut une bonne dose de courage aussi, quoi. ah ouais, 100%. De toute façon, en vrai, c'est un peu genre l'inverse des agences. Genre, si tu veux faire ton premier zéro, on va dire à 20 000, en vrai, l'agence, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Et normalement, si t'es Ouais, pas trop con, tu ouais. peux faire ça plutôt facilement. Et à l'inverse, Mmh. le SaaS, le plus dur, enfin, franchement, je pense que de 0 à 20 000, c'est la vallée de la mort. Tu vois, comme vous, quand tu Ouais, dépasses le 20 000, tu vois, en SaaS, ouais, déjà, bon, tu souffles, quoi. ouais, c'est clair. Non, ouais, repartir de zéro, faudrait une ultra grosse, motivation, donc faudrait que si je cash out, j'ai assez d'argent pour me dire: «Ouais, bah, ça y est, j'ai fini», tu vois? Ouais, c'est Parce ça. qu'il faut être chaud pour repartir de zéro, Ouais, quand tu as déjà un truc qui marche, tu vois. ouais. Tu pas sûr que le prochain marche.
Ouais, c'est ça, ouais, 100%. Et un point de vue, on va dire, je sais pas, en termes d'enjeux actuels, là, sur Emilia, c'est quoi un peu tes galères du moment? Je sais pas, à chaque fois, soit les fonctionnalités que vous développez, soit des problèmes que tu as eu récemment. Bah, alors, on n'a pas de problème particulier. En fait, il y a juste une différence, c'est qu'on est beaucoup plus petit que les autres. Tu vois, quand tu compares, nous on est 4, les listes ils sont 100. Ouais. Euh, et en fait, ça commence à vraiment m'énerver que des idées, des trucs qui sont dans le Trello depuis 6 mois, un an, je vois mon Hmm. concurrent ou d'autres concurrents les sortir. Donc là, la décision, ça va être de recruter des développeurs pour pouvoir aller plus vite, tu vois. C'est juste ça en fait. Les problèmes, c'est le manque de main d'œuvre. On est une entreprise beaucoup plus petite et voilà, parfois on galère à prioriser des choses, etc. Et quand je vois mes concurrents sortir des trucs que j'ai dans la tête depuis un an, je me dis ah ouais, j'ai trop le seum, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est plus ça c'est ce qui me crée mon problème psychologique, mais c'est pas un vrai Oui. problème, tu vois. Parce que globalement, ma situation elle est bien. La croissance est là, bon pas là parce que c'est juillet, mais voilà, sinon on Ouais. n'a pas vraiment de problème. Juste un problème de vitesse, parce que souvent les gens sur LinkedIn disent ouais comment vous faites pour ship autant de features, etc. Parce qu'on a fait des phases où on shippait, on shippait, Ouais, on j'ai vu ça, shippait. ouais. Euh, Est-ce que maintenant quand on a autant de clients, on peut shipper aussi vite et prendre le risque de sortir une fonctionnalité qui n'est pas béton, tu vois, alors qu'il va y avoir direct 500 personnes qui vont l'utiliser. Du coup, on est obligé de ralentir. Et je pense qu'en fait, c'était une erreur de ralentir. Et je pense qu'on va réaccélérer comme on accélérait avant, tu vois. Là, on va sortir WhatsApp dans une semaine ou deux, quoi. Automatisation WhatsApp dans le multicanal, on va le sortir. Ok, ouais. Ça fait depuis le 16 janvier que c'était dans le Trello. Euh, on va le sortir là. Ok, ouais, 100%. Alors, c'est qu'en plus, t'as raison, parce que les gens, en général, disent les grands groupes, les grosses boîtes, ils sont juste lents à créer. En vrai, c'est juste qu'ils doivent s'assurer que tout marche bien avant de le donner, parce qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. En vrai, s'ils veulent ship un produit en 2 heures, ils ont assez de dev pour le faire. C'est juste qu'après, C'est il faut ça. tout vérifier. Parce que bon, tu vois, là, WhatsApp, bah, du coup, tu vois, récemment, c'est parti sur Breakcode, Lemlist, enfin, tout le monde l'a lancé, tu vois, récemment. Ouais. Avant de le lancer, je suppose qu'ils ont fait des tests, on va dire, pendant plusieurs mois pour voir comment ça tournait, quoi. Plusieurs mois, je sais pas, mais Ouais. ouais, ouais, au moins un minimum de tests, ouais, c'est sûr. Et en fait, nous, de base, chez Melia, on était très en mode on ship, on ship, on ship. Et puis après, les retours, on voit. En fait, nous, on a toujours considéré Melia comme un MVP, tu vois. Ok, ouais. Euh, Tu lances, tu lances, tu lances, et puis les retours, c'est les utilisateurs qui vont te le faire, tu vois. Tu peux jamais penser à tous les cas d'usage de tous tes utilisateurs. Mais en fait, je pense qu'on va repartir un peu dans ce shift-là, à être un peu moins précautionneux et à lancer plus vite. Ok. Parce que comme tu l'as dit, les autres, ils l'ont lancé et nous, on l'a pas lancé. Alors que je te dis, depuis le 16 janvier, parce que j'ai la date, je suis allé regarder il n'y a pas longtemps, depuis le 16 janvier, c'était dans le Trello. Et en fait, c'est pas très compliqué à faire. En mode bêta, en 4 jours, on le fait, tu vois. Mais il faut juste trouver 4 jours. Toujours ça, C'est ouais. c'est ça, c'est ça le truc. C'est Donc vrai. voilà. Et je suis curieux de savoir un peu, on va dire, tes canaux d'acquisition, parce que du coup, tu disais que là, LinkedIn, en l'occurrence, avec ou sans, ça n'avait pas boosté, donc en gros, c'est pas forcément important. J'ai vu que récemment, tu avais relancé un peu ta chaîne YouTube, et je sais pas un peu les autres canaux Ouais. que tu as, entre guillemets, en backstage, qui sont pas forcément publics. SEO, Ouais, SEO carrément. On rank sur pas mal de noms de nos compétiteurs très très bien. Après du Google Ads, ouais, un peu. Là, j'ai un mec qui s'occupe de lancer du méta sur Instagram. ok. Ça commence à voir un peu ce que Ah, ça ah marche. ouais, tu Et mets ça sur Instagram? ouais, ouais, du Facebook Ads, quoi, Ok. mais sur Instagram, ouais. Et ça peut marcher, Bah du là, coup, Ok. ça a rapporté 2-3 leads. Là, il l'a lancé il y a une semaine ou deux. Ça a rapporté 2-3 leads où les mecs donnent leur numéro de téléphone, etc. Maintenant, il faut que la commerciale les appelle. Ok. On a appelé, voilà, ça a recalé des trucs. Et surtout, en fait, juste pour info, on sait faire du cold emailing, en fait. Donc, on fait surtout du cold emailing pour notre prospection. Après, il y a des phases, il y a des moments où on le met en pause. Mais en fait, le cold emailing, ça a toujours été une grosse source d'acquisition. À la différence de pas mal de nos concurrents qui, eux, n'en font pas du tout. Ils vendent du cold emailing, mais eux-mêmes n'en font pas, quoi. Ouais, c'est vrai que Donc, c'est un peu le comble. En plus, ce qui est plus simple pour toi, c'est que, enfin, le cold emailing, que ça marche ou pas, en général, pour toi, dans tous les cas, si la personne, genre, est intéressée par ton mail, a reçu ton email, tu lui prouves exact. par A plus B qu'en le faisant, ça marche. Donc, en vrai, forcément, tu peux que lui vendre, tu vois. Exact. Ça, c'est le truc
clairement, c'est que le mec, il arrive en visio. Mais en même temps, tu as cet avantage-là, toi aussi, hein, quand tu vends des services de Ouais, mais prospection. 100%. T'as le mec en visio grâce à ta prospection. Le mec, quand il arrive, t'as plus besoin de lui prouver que ça marche. Il est là, donc ça marche, tu vois. Donc, ouais, ouais, carrément. Non, mais le cold email, c'est ce qui nous rapporte. Il y a des moments où on fait des pauses parce qu'on a besoin de focus sur d'autres canaux. Euh, Parce qu'il y a des canaux long terme comme le SEO. Tu vois, quand tu veux miser sur du long terme, tu fais du SEO. Parce que les articles que tu crées, ils vont te faire gagner des clients pendant les mois et les années à venir. Alors que le cold email, c'est un peu comme LinkedIn. Tu es constamment obligé d'en avoir qui tournent, tu vois. Toi, tu dois réécrire des posts tout le temps. Tu vois, le cold email, tu dois rescraper, etc. Donc, mais le cold email, pour nous, c'est enfin, moi, je kiffe le cold email parce que ça marche, tu vois, quand tu as une réponse juste parce que tu as scrappé, tu as écrit un petit message avec de l'IA, tu as mis ça dans une campagne, tu as fait ta campagne en 2 heures et le truc, il te ramène des clients pendant un mois ou deux, tu vois. Moi, je trouve ça ultra magique, tu vois. C'est pour ça qu'on fait ça, tu vois. Ouais, 100%. En fait, c'est le principe de pas forcément chercher à réinventer la roue. Enfin, quand tu parles d'un principe premier, c'est ce que je dis en l'occurrence. Alors, désormais, je fais plus que du cold email. On va dire, j'accompagne mes clients sur toute la partie acquisition B2B. Mais c'est vrai que n'empêche, comme tu le dis, quand tu as les bonnes campagnes et tu sais d'avance que ça marche, en 2 heures, tu lances en automatique. Principe premier, t'envoies le bon message à la bonne personne au Ouais. bon timing. Et bon, bah, tu peux pas trop le Ah, savoir. ça, Du tu coup, fais comme tu fais tu de la peux. masse. C'est pour ça. Ouais, Tu, ouais, bah ouais. tu disais quoi? J'ai pas entendu. Non, bah, le bon timing, ça, tu sais, tu fais comme tu peux. Tu as Ouais. les messages de relance à des jours différents et puis tu vois ce qui se passe, tu vois. À un moment, tu peux pas faire. Il y a pas de perfection, quoi. Ouais. Mais ouais, ouais, le cold emailing, ça marche. Faut juste le faire bien. Et là, tu vois, par exemple, on était sur des séquences pendant 6 mois. On a fait des séquences ultra personnalisées avec de l'IA qui marchaient ultra bien. Là, j'ai coupé et j'ai pris quelqu'un pour s'en occuper que je pense que tu connais, Axel de Upsell Agency. Ouais, carrément. Ah, Euh, il gère vos séquences. Ok, nickel. Bah, là, en fait, il gère les séquences parce que moi, j'ai plus le temps de le faire, etc. Je voulais pas mettre ma commerciale dessus. Je préfère qu'elle se concentre sur le côté commercial parce qu'elle a déjà beaucoup de visio, etc. Et du coup, je lui ai dit de refaire des séquences. Et lui, tu vois, il fait pas des séquences avec de l'IA et pourtant, ces séquences, elles marchent, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tout peut marcher. Ça dépend de ce que tu vends, comment tu le vends, à qui tu le vends. Mais c'est vrai que moi, depuis quelques mois, pour moi, il faut mettre de l'IA partout. Enfin, ça te permet des trucs, le taux de retour, même quand les gens ils savent que c'est fait par de l'IA, ils se disent ah ouais, au moins c'est bien fait, tu vois. Ouais, bah, c'est ça, 100%. Parce que aujourd'hui, enfin, les gens, même quand c'est bien fait, entre guillemets, même la personne moyenne comprend quand même quand c'est de l'IA. Ne serait-ce qu'en fait, juste quand c'est bien fait, elle sait qu'un humain l'a pas fait, donc ça doit être de l'IA, même si je peux pas trop le prouver, entre Ouais, il y a guillemets. ça aussi. Et c'est pas un problème, en vrai, c'est que si tu prouves que tu le fais bien, en vrai, bon, bah, Ouais, c'est suffisant, entre guillemets, pour intéresser la personne, quoi. ouais, c'est ça. Au Ouais, moins ça a marché, quoi. ouais, 100%. Après, en général, l'IA, c'est juste un booster de genre, tu prends ce qui marche, tu mets de l'IA, ça marche plus. Si une campagne de base sans IA ne marche pas du tout, avec de l'IA, ça marchera pas. Ça, Ah ouais, c'est clair. non mais déjà oui, et puis il faut aussi que ce que tu vendes, tu vois, ça C'est pas intéresse magique, les quoi. gens. Moi, je prends plein de visio avec, tu vois, ça c'est un truc qu'aucun de mes compétiteurs va faire. C'est que moi, les gens, parfois, quand ils me parlent sur le support et qu'ils me disent, ouais, ma campagne, elle marche pas, ou des trucs comme ça, tu vois, je les prends en visio. Et quand tu fais un tour sur les campagnes, bah oui, il y a un problème fondamental dans la campagne, qui est souvent le copywriting, ou souvent même, peut-être, tu as le problème que les gens savent pas vraiment ce qu'ils vendent. En fait, ils vendent pas la finalité de ce qu'ils vendent, ils vendent le concret, tu vois. C'est comme si moi, quand je faisais du cold emailing, je disais, alors nous, on a un outil que quand tu branches ta boîte mail, et ben c'est plus, enfin, tu vois, en fait, il faut vendre le rêve, il faut vendre l'aboutissement de ton produit. Tu vois, toi, ce que tu vends, c'est pas que tu crées des boîtes mail. Ce que tu vends, c'est que tu vas leur apporter des clients, tu vois. Ouais, C'est ça que tu vends. Et bah, nous aussi, tu vois, bah, c'est la même chose. Il y a des gens, parfois, ils font des campagnes où ils expliquent concrètement ce qu'ils font, mais en fait, ils le vendent trop mal, tu vois. Donc, la base, c'est déjà le copywriting. Et ça, même l'IA, faut que tu lui dises comment tu veux vendre ton produit, tu vois. ouais, 100%. Alors, je précise juste à l'oral que désormais, on va dire, j'ai plus d'agence Done for You et que je fais maintenant accompagnement Done with You plus scalable. On va dire 4 mois d'accompagnement pour les agences. Je dis ça à l'oral parce que c'est encore dans l'inconscient, les gens pensent que je fais encore du cold email en Done for You. Et tu le pensais Pour aussi. moi, je croyais que c'était Je suis en ça. train de changer mon branding justement, donc c'est pour ça que là, je le Ok. matraque un peu partout. Donc au moins, c'est dit. Et la question que j'avais, c'est du coup, pourquoi t'as pas, on va dire, 5, 10 fois, 20 fois plus de clients? Parce que là, tu as des canaux scalables. Pourquoi tu te dis pas, vas-y, bah, le cold email, ça marche, je vais envoyer 100 fois plus de cold email? On en envoie déjà pas mal. Après, le truc, c'est que
bon, là, par exemple, on est dans l'été, donc il y a quelques prospections qui tournent et Ouais. c'est beaucoup plus calme. Il y a des moments où, en fait, on a lancé énormément de prospections. Du coup, le calendrier de ma head of sales booké dans tous les sens, etc. Et puis, ça nous empêchait de faire d'autres choses. Donc, tu vois, on a un peu coupé le cold emailing. Ça nous empêchait de se concentrer sur YouTube. Ça nous empêchait de faire même des visios pour savoir où est-ce qu'on va, etc. Euh, donc, mais je pense pas qu'on sera 4 fois plus gros ou 10 fois plus gros, comme tu dis, juste Ok. parce qu'on fait plus de prospection, tu vois. Je pense qu'il y a améliorer le produit, euh, aller aux États-Unis, ce qu'on n'a pas du tout fait encore, mais surtout améliorer le produit, tu vois. Euh, ouais, et nous, on veut pas être une équipe. Enfin, tu regardes la plupart de mes concurrents, même là, un nouveau concurrent qui est arrivé il y a un an ou deux, qui a levé 15 millions, etc. Je pense que les mecs qui sont 20 commerciaux, enfin, nous, pour l'instant, on n'a qu'une seule commerciale, deux développeurs et un CEO sur le support, tu vois. Donc, nous, notre but, c'est de rester 4, 5, 6, tu vois, grand maximum. Ce sera jamais d'être 120, tu vois. Ouais, 100%. À chaque fois, je pose la question, d'ailleurs, pourquoi t'as pas 20 fois plus de clients? C'est pas parce que je te conseille de faire 10 fois plus de cold email, c'est juste qu'en général, les réponses sont intéressantes des fondateurs qui me disent, ouais, vas-y, je bourrine là-dessus, ou alors non, je préfère faire un truc lean. Donc, ouais. Bah, déjà, j'aurais 10, 20 fois plus de clients avec le temps, tu vois. Enfin, comme je t'ai dit, quand tu Sûr. regardes Lemlist, ils ont été créés en 2017. Nous, on s'est focus sur Emilia en 2023, tu vois, fin Ouais, la vache, 2023. ouais. Ouais. Donc, tu vois, enfin, il y a un gros delta. Et puis, je t'avoue que je suis pas du tout dans le mode startup, licorne, truc, tu vois, etc. Donc, on aura 5 à 10 fois plus de clients, ça, je te le garantis, parce que 5 à 10% de croissance tous les mois, au final, on va finir par y être. Ok, quand même. Euh, donc, tu vois, déjà, t'es bien, Ça, tu vois. En fait, ça quand baisse on est dans le jamais? milieu des startups, comment? Ça baisse très rarement. En général, ça fait Ça que baisse monter. juillet, décembre. Ouais, bon, Juillet, c'est décembre. la classique, ouais. Ok. Normal, tu vois. Mais tu vois, quand on est dans le milieu des startups, ouais, alors, mais t'es pas en mode hyper scale, tu vois. Mais vas-y, je suis à 5-10% de croissance tous les mois dans un pays qui est en train de couler économiquement, tu vois. Moi, j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs dans le réel, tu vois, ce que je dis dans Ouais. peut-être des vraies entreprises. Tu vois le nombre de restaurants qui ferment, tu vois plein de trucs qui ferment. Quand je vois mes autres potes entrepreneurs hors startup, B2B, SaaS, bullshit, tu vois, il y a des vraies galères, tu vois. Ouais. Donc, moi, je suis pas en mode hyper scale, mais ça va, tu vois, et on sera plus gros avec le temps. Ouais. On peut pas tous hyper scale, tu vois. T'as raison de préciser en France parce que je pense que 10% de croissance par mois en France, c'est équivalent à genre x2 si tu fais ça aux US parce que du coup, tu vas contre le marché de la France. Donc ouais, t'as raison de préciser. Bah ouais, donc tu vois, jusqu'ici ça va. Après, c'est juste une question de temps, hein. Tu sais, la courbe d'Emelia, elle est comme ça. Bah, après, parfois comme ça. Et voilà, ça continue de monter, ça continue de monter. Et si on continue comme ça, on sera très très bien dans 2 ans, tu vois. À Mais c'est une 100%. question de produit. Et tu sais, il y a toujours un peu ce truc de. Moi, je considère toujours qu'Emelia, tu vois, je vois déjà les features d'après. Et parfois, je me dis, ouais, mais attends, j'ai pas envie de faire du marketing là à fond. Alors que dans 3 semaines, je vais avoir ça. Et en fait, j'attends d'avoir ça. Et en fait, t'attends tout le temps d'avoir quelque chose, tu vois. Là, j'attends WhatsApp. Il y a des fonctionnalités IA que j'ai envie de sortir, etc. Et donc, voilà, toujours je suis en mode, vas-y, c'est toujours un MVP, j'ai pas envie de créer de la déception. Mais en fait, c'est une sorte de syndrome d'imposteur ou un Ouais, truc c'est comme ça. ça. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu vois, j'ai déjà plus de 1000 clients et ils sont contents. Donc en fait, ça veut dire que, enfin, près de 1000 clients, en vraiment payant, parce qu'il y a les AppSumo du début. Ouais, c'est genre. Euh, donc, voilà. Ouais. C'est juste, on prend le temps qu'il faut. Ok. On peut pas tous hyper scale et pas Tu l'as dit, du coup, trop à la. ouais. Je suis juste curieux parce que du coup, tu as dit, ouais, la France, entre guillemets, enfin, c'est en train de descendre. Moi, du coup, j'ai pas cette vision-là avec mes clients parce que j'ai pas assez de clients parce que moi, je sais plus du étiquette. Toi, qui as quand même beaucoup de clients tous les jours qui sont majoritairement français, je pense, actuellement, tu vois quand même que les gens ont moins de budget et que c'est plus compliqué pour toutes les boîtes ou pas? Bah, je pense que, alors, plus pour les boîtes aussi normales, tu vois, les Ouais. boîtes réelles, ce que j'appelle les boîtes réelles, dans l'économie réelle, pas du SaaS, B2B, etc. Après, je pense que peut-être que ça nous sert, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent chez Emelia parce qu'ils veulent pas payer les autres, ils veulent plus payer les autres qui sont trop chers.
Donc peut-être que c'est ça aussi qui aide ma croissance. Après, je me félicite pas du fait que les gens ont moins de budget, tu Bien, vois. c'est sûr. Mais heureusement qu'on est là. Tu vois, il y a encore une semaine, 2 semaines, il y avait un mec, il avait 3 comptes chez nous. Euh, et parce qu'il avait plusieurs petits business. Et il me dit, ouais, tu peux couper ces 2 comptes parce que là, je peux plus financer. Et on parle de trucs à 100 euros par mois, tu vois. Ouais. Je lui dis, mais vas-y, enfin, ces 2 comptes-là, enfin, je te les donne gratuitement, tu vois. En fait, en même temps, si tu prospectes plus, tu vas plus. Mais tu vois, on en est dans un point où les gens veulent économiser des 100, 200, 300 euros, etc. Euh, et puis toi, tu es en Hongrie, donc tu vois pas forcément, mais même l'ambiance générale du pays économiquement. Moi, je me souviens quand on a lancé l'agence, il y a 5, 6, 7 ans, mais toutes les semaines, tu avais un mec qui voulait créer son application. Tu vois, le mec, il était coach. Tous les mois, j'avais un coach sportif qui me disait je veux créer mon application de coach sportif, tu vois. Là, du coup, on n'est plus du tout dans ça, tu vois. Il y a deux, trois, il y a des sociétés qui marchent hyper bien, qui lèvent encore des fonds, etc. Mais l'ambiance globale du pays, elle n'est pas, elle est pas à la croissance, hein. Tu peux faire des, Macron, il peut faire des trucs Choose France, il peut faire des Oselia, etc. Mais concrètement, euh, ouais, les gens, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Et La justement, situation du pays. pour ça, est-ce que du coup, c'est pour ça que t'aimerais quand même bien, on va dire, trouver d'autres, on va dire, pays, alors les US ou alors d'autres, pour au moins diversifier un peu tout ça? Non, on veut s'expandre aux États-Unis. On a pas mal de clients au Ok. Canada, parce que je pense que vu que ça parle français, bah du coup, tu vois, ça a été plus facile là-bas, Québec, etc. Euh, non, on veut s'expandre aux US parce qu'il y a une plus forte demande. Tu vois, le chiffre d'affaires que tu fais ici, forcément, on aurait la même notoriété aux US. Je ferais On beaucoup serait plus. 4, 5, voilà, 4-5 fois plus. Après, en même temps, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus exigeants, il y a beaucoup plus de besoins plus avancés, etc. C'est pas la même chose. Et puis, voilà, donc c'est juste pour faire plus d'argent, c'est pas histoire de. Voilà, clairement. Mais j'ai toujours un problème, c'est que moi, je ne peux pas faire les visios en anglais. Je parle anglais. J'ai vécu un an à New York, un an en Irlande, etc. Je parle anglais, mais je parle pas anglais au point de pouvoir créer du lien vraiment avec la personne que tu as en Ouais. face. Du coup, c'est pas la même chose. Tu vois, les Français, je peux vraiment les conseiller. Tu vois, je comprends leur business, je comprends leur truc. On peut devenir, tu vois, sur une visio, on peut devenir un peu pote, tu vois. Moi, je tutoie tout le monde, etc. Mais en anglais, il y a toujours un truc où putain, je dois quand même réfléchir à ce que je dis, etc. Je suis pas aussi fluide, je comprends pas parfaitement tout ce qu'il me dit. Tu sais, je le comprends pas de manière naturelle, tu vois. Ouais. Donc en fait, j'arrive pas à créer des liens avec les Américains en visio. Donc en fait, ça me bloque un peu à l'heure actuelle. Il faudrait que genre j'engage un sales spécial US, tu vois. Ouais, 100%. C'est quoi? Donc ça arrivera, mais j'avoue que j'ai plein de freins à le faire, quoi. Ouais, je comprends. C'est vrai que, enfin, j'avais essayé, je pense, il y a 6 mois, quand j'avais encore mon agence, j'avais tenté des campagnes. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec la prospection, c'est que tu peux être dans n'importe quel pays. J'ai mis Ouais, un siège aux US, j'avais balancé les US, tu vois, j'avais fini avec des collègues des US. Je voyais bien, comme si je parle bien anglais, le petit ouais, extra plus de connexion que t'as en France, que t'as pas. En vrai, c'est quand même ce qui manque pour closer. Donc bon, j'ai vite ouais, c'est arrêté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on a de la chance, on a quelques gros clients américains, canadiens, etc., qu'on a eu comme ça naturellement. Mais c'est vrai que ouais, quand j'ai lancé de la prospection, j'ai eu plein de retours. Et dès que j'arrive en visio, ah vas-y, c'était pas ouf, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Faire des visios pour ensuite être mal à l'aise, te dire ouais, je l'ai raté, etc. Et puis j'ai servi à rien au mec, tu vois. Alors que moi, j'aime bien quand je fais des visios avec des prospects français. Euh, Bah, tu sais, tu peux parler vraiment de leurs problèmes, tu vois, donner des conseils, etc. Parce que tu comprends le marché, tu vois. Euh, Aux États-Unis, je peux pas, tu Ouais. Et est-ce que tu pourrais justement pas faire enlever la partie, on va dire, sales call? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de SaaS, et d'ailleurs notamment toi, genre, ceux qui prennent un abonnement à 37 euros, même s'ils y restent 1 ou 2 ans, ça fait que du 300-600 euros. C'est rentable pour toi quand même de faire des calls ou Tide of Sales? vois. Alors, non, t'as raison. En fait, t'as une grande partie d'Emelia qui a son acquisition entre guillemets en autopilote où les gens c'est du self-service Ouais, quoi. Les c'est ça, gens ouais. arrivent, ils sign up, etc. Mais quand tu veux aller percer un marché au début, donc on a quelques clients américains, etc. qui viennent, mais quand tu veux percer un marché,
tu es obligé à un moment d'y mettre de l'implication commerciale. Après, tu vois, en France, par exemple, ça tourne comme des roulettes, j'ai envie de dire. Mais tu peux pas percer un marché sans un moment, je pense, créer des relations, etc., avec des gens. Nous, ce qui a fait marcher Emilia au début, c'est d'avoir créé des relations et c'est d'avoir des relations dans le milieu du gros hacking, du gros marketing. Tu vois, le forum gros hacking, au Ouais. début, ça nous a mis un gros coup de boost. Big up à Thomas Lucie qui nous a permis ce gros coup de boost. Donc au début, je pense qu'il y a quand même un côté relationnel. C'est pas si je mets 10 000 € par mois en pub aux États-Unis que tu vas pouvoir créer ce truc où les gens parlent de nous, tu vois, comme certains le font sur LinkedIn en parlant des médias, Ouais. tu sais, où ils font ouais, les 10 outils les plus, les mieux, etc. Lemlist, la grosse machine et Melia, tu vois. Alors qu'en fait, nous, on est tout petit comparé à eux, mais dans l'esprit des Français qui sont dans le marketing, bah en fait, on n'est pas si petit, tu vois. Mais ça, c'est que parce qu'on a eu des bonnes relations avec des gens et que du coup, des gens ont parlé de nous et que ça nous donne cette aura en France, tu vois. Mais tu peux pas la créer aux États-Unis si tu as des relations avec personne, tu vois. Ouais. C'est que ça m'a toujours fasciné, on va dire, à quel point des petits SaaS, si tu prends des features précises et une petite team, tu peux quand même concurrencer, tu vois, des géants. Et tu vois, j'ai fait beaucoup de podcasts, alors c'était il y a un an, avec des boîtes comme ça, tu vois, Louis de Magnetly, ou alors je pense le plus connu, parce que récemment il a explosé, Kylian Khalifa avec Tapit. Tu vois, genre, je l'avais interviewé Ouais. et il lançait Tapit, ça faisait 1 ou 2 mois, tu vois. Et lui, il a juste focus sur, ok, bon, on fait Tapit, c'est des liens. Et là, en tout cas, en France, tu vois, je vois que ça et c'est bon, tu vois, il a pris le marché français avec un truc précis, Non, quoi. Ah, alors, il donc a là, quand pris le même. marché français sur LinkedIn quand tu vois la Oui, vision ouais. des choses. C'est pour ça, et ben en fait, c'est la même chose avec Emilia. C'est que parfois, il y a des gens, ils pensent qu'on est hyper gros, tu vois, parce que vous nous mettez, tu vois, les gens qui parlent sur LinkedIn, vous nous mettez à côté des gros, et du coup, les gens pensent qu'on est gros, alors qu'en fait, on ne l'est pas du tout, tu vois. Et du coup, c'est pareil quand tu es bah, sur LinkedIn, quand tu vois partout le mec de Tapit, tu vois, je le connais pas, Ouais. mais je l'ai vu partout. Évidemment, si j'ai besoin d'un truc de lien, moi, dans le microcosme LinkedIn, j'irai sur Tapit. Et là, en plus, il a bien profité parce qu'il y a un de ses concurrents qui s'est fait ban. Je connais quelqu'un qui est dans le milieu aussi. Je sais pourquoi le concurrent il s'est fait ban. Et vu que son concurrent il s'est fait ban, lui, il a gagné pas mal, à mon avis, en MRR. Parce qu'un pote qui est un compétiteur de Tapit, mais pas dans la même niche, il a pris aussi pas mal en MRR. Donc là, Ok. il a eu une belle embellie, le mec de Tapit. Donc là, c'est Ouais. cool. C'est lequel qui s'est fait ban? Je Ok. veux pas rentrer dans les Ok. détails. On est sur Mail, on est sur Emilia. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Hop. Écoute. Et récemment, c'est quoi, on va dire, ta plus grande victoire avec Emilia? Le truc un peu genre où, je sais pas, grande Attends, victoire. ça a coupé vite fait. Ouais, Ça a coupé vite fait. tu m'entends là, c'est bon? Ouais. Ouais, c'était quoi récemment ta grande victoire avec Emilia? Alors, tu me dis que en vrai, t'en as plein de petites milestones. Le truc récemment, tu t'es dit, ok, là c'est cool. Putain, j'espère que tu vas faire du montage parce que là, tu me forces à réfléchir à la Je vais faire question des- pendant quelques secondes. Truc où je me suis dit, là, c'est cool. Non, j'avoue, je peux pas te dire, je sais pas. Ok. Bon, ça, c'est pas grave. En fait, quand tu as une société ou quand tu as des. En fait, c'est cool quand. Bon, là, par exemple, il y a pas longtemps, il y a un client, il nous a payé annuellement 5 000 € d'un coup, tu vois. Ok. Et ça, globalement, on l'avait pas eu avant, tu vois. Euh, donc, quand tu as un truc comme ça, tu te dis, ouais, je suis content, tu vois. Mais au final, c'est pas un truc de ouf. En fait, une société, c'est plein de petites actions et plein de petits trucs cool qui arrivent, avec en même temps plein de trucs pas cool qui arrivent de l'autre côté, tout le temps, tu vois, et que tu dois gérer. Mais ouais, non, j'ai pas une grande victoire de ouf, tu vois. Je vois pas trop ce que ce serait. Ok. Non, C'est fine. désolé. T'inquiète. Non, Je t'inquiète, l'ai pas. c'est fine. Non, j'enlèverai la question, effectivement. Euh, et, tu vois, Je sais pas, les gens ils disent quoi? Les gens ils disent quoi en général? bah, C'est quoi justement, une grande enfin, victoire? à chaque fois, ils disent, ouais, on vient de lever X millions, parce que du coup, ils lèvent des fonds. Du coup, c'est le truc facile, entre guillemets. Je- Ouais, ouais, ouais. J'ai fait ça, bah, Non. tu vois, avec le CEO de Zelig. Bon, forcément, il me dit, on a levé X millions. Bon, ça, c'est concret, ça marche, etc. Mais quand t'as une Bon, boîte plus classique, c'est plus compliqué, ouais. bah ouais, moi ma victoire c'est de pas avoir levé de fonds, d'être une société rentable. Il y a encore 3 mois on s'est réaugmenté les salaires, la vie elle est bien. Ma victoire c'est d'être une société rentable et puis voilà. Ouais. Et justement, tu as parlé des 5 000 euros. Je suis curieux de savoir un petit peu ta stratégie en termes de pricing, parce que moi, ça m'a toujours, on va dire, intéressé, parce que comme moi, je fais que du service, genre du monde du service, les pricing, c'est relativement simple à faire. Genre, tu dis, ça, c'est mes charges,
je vise 60% de marge et je fais ça. Toi, en vrai, tu Ouais. pourrais le vendre à 20 euros, comme tu vois, à 300 euros, tout dépend du marketing. Comment tu arrives à, on va dire, déterminer tes prix? En fait, le pricing, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Parce que quoi que tu fasses, enfin, quand tu es dans un SaaS, sauf si tu as vraiment un produit très très simple, mais nous, vu qu'on a un produit où il y a pas mal de choses, c'est compliqué. Quoi que tu fasses, il y a quelqu'un qui va pas comprendre ton pricing, il y en a qui vont le trouver trop cher, il y en a qui vont le trouver peu cher, etc. En fait, tu vois, nous, par exemple, on a 37, 97, Ouais, 297 dans les je suis en forfaits de train de les base voir là. Ouais. prospection. Ok, bah, je sais pas si tu peux même le partager ou quoi. Euh, je vais essayer, je suis pas Euh, sûr, mais vas-y, pendant que tu parles, je vais voir. et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a le forfait de base pour vraiment commencer, etc. Et tu as le forfait pour aller plus loin, où tu peux connecter 50 boîtes mail et 5 comptes LinkedIn. Mais sauf que tu as des gens, ils veulent connecter par exemple 7 boîtes mail. Et donc, du coup, le mec qui va connecter 7 boîtes mail va dire: ah, mais je vais pas prendre le truc à 50 boîtes mail. Puisque du coup, là, c'est overkill, tu vois. Ouais. Mais en fait, même s'il a que 7 boîtes mail, à 97 euros, il est gagnant. Mais tu as toujours un mec qui va pas le voir comme ça, où il va se dire: bah, du coup, pourquoi je paye pour LinkedIn alors que j'en ai pas besoin? Et avant, on faisait tout sur mesure. Tu choisissais pile Ah le ouais. nombre de boîtes mail. Oui, c'est Avant, vrai ça. Bah, ouais. récemment, non, d'ailleurs, non? Pas. Ouais, on a dû changer là il y a 7 mois, je Ok. pense. 7 ou 8 mois, on a dû changer. On faisait tout. Tu choisissais pile le nombre de boîtes mail, tu choisissais pile le nombre de comptes LinkedIn, tu choisissais pile ce que tu voulais. Si tu voulais le scrapper ou si tu voulais pas le scrapper. Et en fait, le truc, c'est que du coup, pour le client, comme un commercial, elle faisait des démos, le mec il disait: ok, mais moi du coup, je paye combien? Alors, bah du coup, si tu as 3 boîtes Ouais. mail, 2 comptes LinkedIn. Et en fait, tout le monde payait des prix différents. C'était exactement centré sur le besoin, mais pour les gens, c'était trop compliqué tu vois, c'était pas clair, tu vois. Ouais. C'est- Donc en fait, le truc, le pricing, tu peux essayer de faire ce que tu veux. Il y a des gens pour qui ça collera jamais. Et j'ai plein de gens qui me disent: ouais, mais je veux pas passer au 97 alors que je veux juste 5 boîtes mail et pas 50, tu vois. Donc en fait, là, mais en fait, si tu passes ton temps à tout le temps te dire comment faire le pricing parfait, sur un SaaS qui a beaucoup de produits, tu le trouves jamais, tu vois. Nous, Ouais. entre LinkedIn, email, les crédits, etc., tu le trouves jamais. Après, quand tu as un SaaS monoproduit, là, c'est très bien, tu vois. Tu mets des crédits, etc., et c'est tout, tu vois. Donc, peut-être que je trouverai la solution parfaite dans 6 mois, un an, qui fera un pricing encore plus parfait et même qui intégrera le système des crédits, tu vois, d'Email Finder. Mais je sais pas. Donc, pour trouver le bon pricing, tu te fais mal au cerveau. Tu te dis: ouais, j'ai trouvé le pricing parfait là. Et après, une fois que tu l'as mis en place, tu te dis: ah bah merde, en fait, il y a des cas où les gens sont toujours pas contents, tu vois. Alors qu'en soi, on a le meilleur pricing possible de la planète, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Mais mais il y a des concurrents qui disent: ouais, mais nous, c'est en fonction du nombre de contacts, mais c'est boîte mail illimitée. Ouais, mais en fait, tu vois, en fait, tu peux rien faire avec leur limitation de contacts. Tu vois, alors que nous, le 297, tu peux mettre 1000 boîtes mail et tu peux mettre autant de contacts que tu veux. Si tu irais chez un concurrent, tu paierais ça au moins 1500 euros, tu vois. Ouais. Donc voilà, je sais pas. Je suis pas le meilleur pour trouver les bons pricing. Ouais. Euh, Non, mais c'est parce que je pose la question parce que c'est toujours un sujet quand même ultra intéressant parce que t'as tellement de possibilités, genre c'est vraiment infini. Et tu vois, bah, j'écoutais alors, je pense il y a quelques années une vidéo de Oussama et on en pense ce qu'on veut. En vrai, il est quand même très quali dans la partie quand même déterminer des pricing dans les SaaS, etc. Il disait que les gens pensaient que ouais, le modèle SaaS c'était juste tu fais du récurrent en mode tous les mois, alors qu'en fait un SaaS en fonction de comment il facture peut faire x10 sur genre ouais, Zapier ou alors c'est l'inverse. Zapier ou Make, ils ont défoncé la concurrence parce qu'ils avaient un modèle de par task et pas du coup par mois. Genre avec toi, tu peux faire payer par email, par contact, par adresse mail, par compte. T'as tellement de possibilités, tu vois, ouais. c'est fou. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Il y a tellement de possibilités de faire payer par compte, de faire payer par contact, de faire payer par email envoyé, etc. Il y a tellement de possibilités. Un moment, je pense que l'Emlist, ils ont dû avoir la même Ouais. réflexion que nous, tu vois, parce qu'à un moment, ils ont bougé leur prix. Ils ont baissé le prix d'entrée, mais en fait, il y avait moins de choses. Donc, en fait, c'est un peu une douille. Mais quand d'autres sont arrivés sur le marché américain et qu'ils ont dit: ouais, boîte mail illimitée, mais nombre de contacts limité, bah, du coup, ça a fait fureur, Instantly, Smartlead, etc. Et du coup, tu vois, Woodpecker en Pologne, Instantly leur a fait vraiment du mal, tu vois. Woodpecker, c'était une société cotée en bourse, hein.
Et en Ah fait, ouais? Ah bon? À ce ouais. point-là? La Ah ouais, vache, ouais, ok. ouais. Bah, tu regardes leur courbe en bourse, elle a chuté. Ils ont changé leur pricing parce qu'ils ont voulu suivre Instantly et Smart Lead. Et en fait, au final, ça a pas marché, quoi. Parce que du coup, il y avait beaucoup de clients qui avaient. Nous, on a récupéré des clients de Woodpecker, par exemple. Nous, on Ok. récupère des clients de tout le monde. Ils, Euh, ils ont fait quoi de mal, Woodpecker? Ils ont voulu changer aussi en termes de contact, mettre le boîte mail illimité, mais ça ressemblait un peu à la manière dont ils l'ont fait. Il y avait plein d'utilisateurs de Woodpecker qui pensaient que ça allait finir par une augmentation du prix au lieu d'une diminution du prix. Et en fait, il y a plein de gens qui voulaient quand même continuer de payer par compte. Et du coup, nous, on avait récupéré pas mal de monde à cette époque-là. Donc, les changements de prix, Ouais, c'est, t'es jamais sûr de ce que ça va donner. Ouais, bah voilà. c'est Ouais. ouf. Ils sont presque à zéro, quoi. C'est vache. Ouais, après, bon, ça reste une courbe de bourse, hein. C'est pas Oui, là, forcément ça le leur sert, mais chiffre, quand etc. même, Mais en market cap, ouais, tu vois. ça fait mal, ouais. Ok. Donc, moi, j'ai changé mes prix. C'est un peu un mix entre les deux. Si tu veux pas beaucoup de boîtes mail, etc., bah, t'as quand même un prix pour ça. Et puis nous, la différence, c'est qu'on fait du LinkedIn, à la différence de Woodpecker ou des Instantly, etc. On fait du multi-channel, tu vois. Ouais. Alors qu'eux étaient que sur l'email. Donc nous, c'est encore plus compliqué de trouver du pricing. Ouais. Euh, donc voilà, pricing, c'est à toi de trouver le bon et de tout le temps ajuster. Mais ouais, sur des produits ultra complexes, je pense que faut trouver la meilleure solution, mais il n'y a pas de solution parfaite, quoi. T'as pas Ouais. un truc où tout le monde va se dire, ah ouais, bah c'est pile le meilleur pricing que j'ai jamais vu, tu vois. Il y a toujours des gens qui vont penser qu'Emilia est cher, tu vois. Ah bah, c'est toujours ça, ouais. C'est toujours ça. Il y a des gens qui vont le penser, tu vois. Même sur le Fun Finder, les gens, notre Fun Finder, donc c'est de la cascade, hein. Je pense qu'on est genre dans les moins chers, vraiment. Mais sauf que nous, c'est 50 crédits. Alors que chez les autres, parfois, c'est 10 crédits. Mais en fait, c'est parce que l'email est cher chez eux, alors que nous, l'email n'est pas cher non plus. Et du coup, les gens ils disent, ouais, mais chez vous, c'est 50 crédits. Oui, mais enfin, mais compare la valeur du crédit, tu vois. Et enfin, ça rend fou, hein. Le Je, pricing, tu peux te rendre fou pendant longtemps, hein. ouais, je blâme personne, mais c'est vrai que j'ai eu des appels comme ça. Le gars m'expliquait, ouais, les crédits Lemlist, je paye 10, alors que sur Emelia ou sur un autre, je paye 50. C'est quoi ce truc? Et enfin, le gars a juste pas réfléchi. Enfin, Ça un dépend de crédit, la ça vaut quoi? valeur, ouais, c'est ça, ça dépend de la valeur du crédit. Ça dépend aussi, est-ce que les crédits se cumulent ou est-ce qu'ils se cumulent pas? Parce que c'est très beau, certains où tu achètes des crédits, mais ils s'arrêtent tous les mois, tu recommences à zéro, etc. Ça donne pas la même valeur du crédit, hein, Ouais, tous les crédits perdus. Donc, nous, on supprime jamais les crédits, etc. Donc, c'est pas, voilà. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et, euh, et voilà. Et tu ouais, vois, sur la suppression des crédits ou quoi, en fait, je ferais beaucoup plus d'argent si je forçais les gens, comme d'autres, à utiliser leur crédit ou à se les faire supprimer. Tu vois, moi, j'ai des gens, ils me disent, ouais, je coupe pas mon abonnement chez Untel parce que sinon, je vais perdre tous mes crédits, tu terrible vois. ça, ouais. Et du coup, c'est comme ça que les mecs font énormément d'argent, tu vois. Moi, je t'avoue que j'ai un peu du mal avec ça, tu vois. Ouais, Je 100%, ouais. ferais plus d'argent si j'avais moins de morale, tu vois. Non, c'est Donc, toujours moi, je ça, peux ouais. pas. Enfin, il y a une limite après, mais oui, 100%. Ah, il y a une limite. Moi, je peux pas faire payer un mec. Tu te rends compte, il y a un mec qui va le faire payer 300 euros par mois et potentiellement, s'il était en vacances, il a juste payé 300 euros, mais il a rien. Il a Et, rien eu. Tu vois, moi, je peux pas, tu vois. ouais, et du coup, s'il arrête, ouais, il perd tous ses crédits d'avant qui valent peut-être 1000 euros. Donc, ouais, je connais bien parce que je Ouais, payais c'est beaucoup ça, tu vois. d'outils, ouais. Ouais, donc tu connais. Ouais. Et en plus, ouais, Donc, faites gaffe parce que justement, si dans tous les logiciels c'est des crédits et pas des euros, c'est justement pour que vous ayez pas un lien, on va dire, direct de combien vous ouais, dépensez. Parce que exact. si c'était des euros, les gens dépenseraient beaucoup moins, je Ouais, pense. ouais. Fais beaucoup plus attention, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est comme genre l'argent virtuel dans les jeux vidéo, on s'en rend pas compte et du coup on paye à fond. Là, c'est Ouais, pareil. les V-Bucks, là, de je sais plus quel C'est jeu, là, j'en Fortnite, suis plus Fortnite, je un, là. pense. Ouais, Hop, Fortnite, ouais. hop. Ça doit être ça, ouais. Écoute, écoute, si jamais on se reparle dans, on va dire, dans un an, idéalement, t'aimerais qu'Emilia soit où? Je sais pas si t'as une vision aussi long terme que ça. Euh, Bah, je t'avoue, j'ai une vision 3 fois le chiffre d'affaires, quoi. À un Jusqu'à an? À l'échelle d'un an? un an. Ah ouais, un an, c'est sûr. Ah, pas mal, ok, Ouais, ok. bah, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Bah, la vision, elle est là, tu vois. Après, du coup, en fait, quand tu as la vision de 3 fois le chiffre d'affaires, tu te dis, ok, bah, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver, tu vois. Donc, c'est ça. Mais je peux pas te dire exactement tout ce que je vais mettre en place pendant un an parce que le Ouais, bien marché, il est sûr. toujours en mouvement.
mais ça va être de décupler le côté commercial. Là, j'ai pris la décision de recruter des développeurs pour aller plus vite, donc ça va permettre aussi des choses. Euh, et de se lancer à un moment aux États-Unis, développer la chaîne YouTube pour dire plus de choses. Je veux montrer beaucoup plus de trucs IA, etc. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, résultat final, dans un an, x3 du chiffre d'affaires, c'est l'objectif, tu vois. Ok. Et je me rends pas compte, est-ce que c'est beaucoup pour un SaaS, on va dire, avec votre C actuel, de faire x3? Parce que moi, ça me semble beaucoup en un an, mais peut-être que c'est juste les classiques, entre guillemets, de croissance. Non, 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 je pense que c'est beaucoup. Peut-être j'y arriverai pas, tu vois. Là, en un an, on a fait 180%. Ok, ouais. Donc ça veut dire presque. Bah attends, ça, ça fait fois deux et demi, tu vois. Ouais, Euh, donc non, c'est possible. Après, il y a toujours la question de plus t'es petit. En fait, le truc que je sais pas, que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que plus t'es petit, plus c'est facile de grossir en termes de pourcentage, ou est-ce que plus t'es gros, le problème c'est que plus t'es gros, faire x3, c'est pas la même chose que faire x3 quand ouais. tu passes de 10 000 à 30 000, tu vois. Euh, donc, est-ce qu'on va réussir plus vite? Je peux pas te dire. Peut-être que si on fera que x2, donc plus 100%, peut-être que voilà, ça nous suffira, tu vois. Mais l'objectif, c'est de faire x3. Ouais, Si tu commences à te mettre des objectifs ouais, bas, bien sûr. euh, tu feras bas, tu vois. D'ailleurs, Donc, je sais pas pour, si t'as dit x3, juste parce que du coup, t'as parlé de 10% de croissance par mois. J'ai demandé à ChatGPT, effectivement, juste 10% par mois, ça fait du coup 3,15, un fois 3,15 en un an. Et enfin, ouais, les bah, ouais. exponentielles, c'est quand même fou, hein. Juste, entre guillemets, avec Ouais, ouais, 10% par mois, tu fais x3, tu vois, c'est ouf. ouais, c'est ça. Après, bon, t'enlèves le mois de décembre et le mois de. Et après, il y a un autre truc, c'est qu'en fait, il y a aussi la comparaison du MRR. Alors, moi, je comprends pas. Peut-être tu peux m'expliquer un truc. Oula. C'est pourquoi il y a des agences qui parlent de MRR alors que c'est pas du MRR, tu vois. Ça, j'ai Ça, c'est, toujours pas compris. Mais sinon, juste pour dire, il y a quand même une différence entre le MRR et l'argent que tu fais vraiment. C'est-à-dire que, en fait, tu fais souvent plus que ton MRR. En fait, tu calcules ta croissance sur ton MRR, mais le MRR, il compte pas les gens qui payent en annuel, etc. Donc, euh, donc voilà, il y a une différence entre le MRR et le chiffre d'affaires. Et il y a des sociétés qui font moins d'argent que leur MRR, en vrai, et il y a des sociétés qui font plus d'argent que leur MRR, en fonction de la confiance client, etc., des gens qui payent à l'année, tout ça. ouais. Donc, moi, je veux x3 sur le MRR, Ok. sur, sur l'indice de stabilité de ta société, quoi. Ok. De toute façon, je peux te répondre facilement là-dessus, parce que je connais beaucoup de fondateurs qui le font. En vrai, c'est juste l'ego des fondateurs. Enfin, en vrai, c'est du pur ego. Ils disent du MRR, mais en soi, enfin, c'est du MR, quoi. C'est leur, ils ont fait un Ouais, mois, c'est du chiffre ils ont fait d'affaires. un mois à 60 000 euros. Hop, allez, MRR à 60 000 euros. 60 000 de, mais c'est pas la même chose, tu vois. Voilà, mais c'est C'est pas la même 100%. chose. Parce que, Le principe du MRR, normalement, quand il est solide, c'est qu'il ne rebaisse pas, tu vois. ouais, c'est C'est qu'il ça. n'y a pas de raison de baisser, tu vois. Tu es sur un SaaS, t'as pas de raison de baisser, tu vois. Parce qu'il est là, genre, ouais, 60 000 euros de MRR, et à la fin, il dit, ouais, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. T'es là, bon, attends, il y a un Oui, problème, tu ah vois, oui, quelque ouais, part. ouais, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Normalement, tu fais au moins voilà, le calcul x 12, mais même pour certains, c'est plus, tu vois. Ouais, 100%. Bah écoute, franchement, Nils, merci beaucoup. Trop content de l'échange. Je, Eh ben, pareil, d'autres questions, d'autres trucs. Donc, on rentre pas dans le cold emailing, les trucs, pas de technique, non, c'est juste entrepreneuriat, Non, quoi. bah, pour le coup, j'évite de le faire parce qu'en général, c'est un peu trop technique. Après, en vrai, c'est un peu de temps. Je suis curieux de te poser deux, trois questions. Plus quand même sur les tendances de fond que tu vois. Parce que tu vois quand même, on va dire, tu vois 1000 utilisateurs qui font des campagnes, majoritairement en France. Donc, tu vois, genre, la France, c'est quand même différent, entre guillemets, que tu prospectes la France et les US. Est-ce que tu vois quand même des tendances qui ne marchent plus du tout, alors à l'inverse, qui marchent de plus en plus? À l'inverse. Non, ce qui marche pour moi, c'est de personnaliser grâce à l'IA, Ok. clairement. Ce qui marche, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en France, ça marche toujours. En fait, le cold emailing, c'est pas non plus un truc qui a été over and over used, tu vois. Ça commence un peu à l'être. Euh, donc non, personnaliser le copywriting avec de l'IA, c'est la tendance, elle marche, elle rapporte clairement des clients. Si vous trouvez pas la bonne méthode, venez, on fait une visio, inscrivez-vous sur Emilia, on fait une visio et je vous donne plus de conseils. Mais enfin, le cold emailing, ça marche. Les seuls gens pour qui ça marche pas, c'est les gens qui le font mal, tu vois. Donc juste tester des séquences différentes. Euh,
Tendance de fond, oui, les gens qui mettent des vidéos, par exemple, Ouais. ça a l'air de marcher dans certains Ouais, cas, ouais. tu vois? Moi, je le fais jamais et tu vois, ça empêche pas. C'est une question de ROI, du temps passé, et cetera. Non, pour moi, la tendance, elle est dans l'IA, elle est dans la personnalisation. Hem Et après, toutes les tendances, tout ce qui est, tu sais, les mots-clés qui font du bien, tu vois? Nous, on fait de l'intent based, on fait de l'ABM, on fait de pour moi, en fait, juste overcompliquez pas les choses. Vous voulez faire du cold email, si vous connaissez votre cible, si vous savez qu'est-ce que vous résolvez pour les clients, voilà, ça marche, tu vois? La question, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on veut vendre avant de le vendre. Mais le cold email, ça marche, ça a toujours marché et je ne vois aucune tendance qui fait que ça baisse, tu vois? Ouais. Heu, mais après, les gens, souvent, ils disent: «Ouais, mais j'ai envoyé 100 emails, Ouais. j'ai envoyé 100 emails, j'ai eu que 3 réponses». Mais quand tu fais du Google Ads, tu fais combien de vues avant d'avoir un clic? Tu vois? En fait, c'est la même chose. Donc, si tu as fait 100 emails, tu as eu une ou 2 visios, bah, c'est très, très bien, hein, bravo, hein. Juste fais 1000 emails du coup et après, fais 10 000 et essaie d'améliorer le taux de conversion de chacune de tes séquences en faisant des A/B tests, en vendant la chose un peu différemment, et cetera. Il y a des mecs qui mettent tout dans un email. Ouais, moi je fais ci, je fais ça, nananana. Il y a même pas de message de relance, il y a rien. Et le mec il dit ouais, ma campagne elle marche pas, tu vois. Euh, ouais, mais parce que toi tu as vendu comment toi tu le vois, mais pas comment lui il s'attend à l'entendre. Donc juste améliore tes séquences de prospection un par un. Prends les gens qui contredisent à tes emails et vois pourquoi et comment améliorer ça, quoi. C'est du travail, c'est comme les pubs, c'est comme Google Ads. C'est pas je lance une pub, elle marche. Non, c'est je lance 10 créatifs différents, avec 10 textes différents, avec 10 ciblages différents, et dans les combinaisons de tout ça, tu trouves la bonne pub qui a le meilleur taux de clic et le meilleur taux de conversion. C'est un ensemble, quoi. Ouais. Donc, faut faire pareil sur l'email, en fait. Ultra intéressant. Franchement, je j'aurais pas dit mieux. C'est que je te confirme que la prospection vidéo, je vois que beaucoup de clients qui le mettent en place, c'est que ça marche quand même très bien. Alors attention comment tu le fais parce que tu peux vite finir dans les spams si c'est jamais trop lourd, etc. Mais ça casse, même si les gens le font, ça apporte le côté humain que t'as pas quand tu fais juste des lignes d'email, IA ou pas. En vrai, ça reste des lignes d'email. Là où en vidéo, Ouais. et automatique ou non, même des vidéos non automatisées, tu vois, parce que aujourd'hui facilement on peut mettre des sites web, etc. Même non automatisées, je dirais que ça casse un peu les patterns. Ça marche quand même pas mal. Ouais, ouais, ça marche pas mal. Mais après, il y a une vérité quand même qu'il faut dire, et là, je me tire une balle dans le pied, entre guillemets, c'est que le cold email, ça se suffit pas à lui-même, en fait. Tu vois, là, si je prends ma campagne que Axel il a lancée, dont je te parlais, les premières réponses qu'on a eues, c'est oui, bah, on m'a parlé d'Emelia justement hier. Ou, tu vois, et en fait, tu as la réponse parce qu'il a peut-être vu de la pub sur Facebook, il a entendu sur LinkedIn quelqu'un parler de nous, etc. Donc il y a ce côté all-bound, je crois que c'est comme ça que vous appelez ça maintenant. Off-brand, moi j'ai Euh, brandé ça off-brand, mais comme tu veux. ah ouais, off-brand, du coup, pour toi. Mais tu vois, tu as un côté où être sur YouTube, être sur LinkedIn, être par email, être en ads, être en SEO, c'est un effet cumulé qui est super important, tu vois. Le cold email, c'est ce par quoi commencer. Et après, il faut faire aussi tout le reste, tu vois. Ouais. Bah, ultra, enfin, 100%. C'est vrai qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais dans l'imaginaire collectif, les gens un peu mettent le cold email presque entre guillemets à part. Genre, cold email, soit ils pensent que c'est magique ou que ça marche pas du tout. Alors que les gens voient les autres canaux comme un truc genre SEO, bon, c'est un des canaux d'acquisition, ok. Pareil pour les Ouais, ads. mais c'est Et le non. cold email, c'est pareil. Ouais, ouais, bah en fait, le truc, c'est que pour moi, le cold email, c'est ce par quoi il faut commencer parce que c'est Moins le canal cher. d'acquisition le plus rapide, Ouais. etc. et le moins cher. Et le SEO, c'est quand tu as du temps et que tu investis vraiment dans ton futur. Parce que si tu crois que tu vas récupérer des clients, tu viens de sortir ta startup, tu vas récupérer des clients en SEO, t'es pas sorti de l'auberge, tu vois. Ouais. Ça, tu le fais quand tu es sur du long terme. Mais à la fin, tout se cumule, quoi. Tout se cumule et c'est important, cet effet cumulé, il est ultra important, quoi. Ouais. Question juste plus technique, du coup, tu disais, on va dire, de recommander d'intégrer de l'IA dans tes emails. Toi, tu passes par Mm. quoi? Est-ce que tu recommandes de passer par Clay, par un Google Sheets plus ChatGPT? Comment tu fonctionnes? Alors, ChatGPT, non. Pour moi, Anthropique, Ok. clairement. Celui qui écrit le mieux. Après, nous, on fait des automatisations bon, en code. Ah oui, ok. On a sorti le Magic Writer sur Emilia, où Ah c'est ok. très simple. Tu mets un scrapping, tu mets un fichier que tu as scrappé de LinkedIn Sales Nav, tu dis ce que tu vends, et nous, on t'écrit 4 messages personnalisés pour chacun des. Voilà. Mais sinon, derrière, évidemment, ce qu'on utilise,
Peu importe après la méthode, pour moi, c'est utiliser Anthropic parce que c'est celui qui écrit le mieux, même si ça coûte un peu plus cher. Tu peux essayer avec DeepSeek, mais les messages, ils vont être pourris. Ouais. Peut-être qu'ils vont être bien un jour, mais là, c'est pas le cas. Et après, ouais, je pense que tu peux le faire avec un Google Sheet. Tu demandes à Claude de t'écrire une petite automatisation Google Sheet, et voilà. Et après, tu trouves un bon prompt. Faut juste travailler son prompt, quoi. Et voilà, juste écrire des messages ultra personnalisés et qui font sens, tu vois. Tu Ouais. dis à l'IA, faut qu'il y ait des analogies, mais pas trop, ne force pas trop, dis quelque chose de pertinent, etc. Fais, tu vois. Faut un vrai prompt. Faut pas juste dire, écris-moi un message personnalisé pour un tel. Les gens, ils savent pas prompter. Un prompt, ça doit faire cette taille. Si le prompt, il fait pas cette taille, c'est que ça va pas donner ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. En plus, deux, trois conseils concrets pour ceux qui veulent le faire. En point de vue technique, en général, ce que je vous recommande, si c'est low budget, c'est juste Google Sheets plus intégration Anthropic ou Anthropic, ça marche bien. Et pour ceux qui veulent plus loin, Clay, parce que j'entends beaucoup de trucs sur Clay, c'est très cher parce que si vous passez par les crédits Clay, mais tout peut être connecté en API. Et pour 150 € par mois avec Clay, vous pouvez faire autant d'intégration IA que vous souhaitez en API avec Anthropic, etc. Ce qui au final n'est pas si cher que ça. Enfin, moi, je le faisais beaucoup quand j'avais mon agence. Ça marchait quand même pas mal bien. Non, non, mais c'est sûr, Clay, ça marche bien, mais c'est sûr, ouais, c'est cher. Après, ouais, si tu peux mettre ta clé d'API Anthropic et que ça génère les messages. De toute façon, la seule chose qui manque, en fait, c'est une fois que tu as ton fichier SalesNav, c'est une sorte de boucle en code. Tu Ouais. peux même demander à Claude de te créer le code pour Google Sheet, Pour le connecter à Cloud, qui ouais. va te faire passer partout, tu vois. C'est juste que les gens, ils essayent un peu des choses, tu vois. C'est surtout ça, tu vois, parce que les solutions, elles sont quand même assez simples, en fait. Ouais. Par contre, je suis curieux parce que du coup, quand tu as dit que tu utilisais l'IA, toi, du coup, tu utilises l'IA pour rédiger le message entier ou pour intégrer des passages ou des variables? Toi, c'est message Message entier. Ouais. Ah En fait, ouais, ok. message entier, ouais, parce que l'icebreak, enfin, c'est mignon l'icebreak, mais parfois, tu reçois des messages, il y a des icebreaks qui ont rien à voir avec la suite de messages. Genre, le mec, il va te dire, ouais, je vois que tu élèves des tortues en Jamaïque, et d'ailleurs, comment tu gères ta comptabilité? Non, mais tu vois, Ouais. enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, moi, j'écris tout le message, et c'est comme ça que le Magic Writer dans Emilia, il fonctionne, euh, parce que ça te permet déjà une cohérence entre les quatre messages, et ça permet une cohérence dans l'ensemble du message. C'est-à-dire que même ton call to action, qui est d'obtenir une réponse, il est personnalisé par rapport à la personne. C'est pas juste l'icebreak, c'est l'ensemble du message qui est personnalisé et c'est 10 fois plus pertinent. Et je peux même te dire qu'on a eu des cas d'usage, pas chez nous, mais sur des clients, où en fait c'était tellement pertinent qu'il y a des agents, il y a une agence, c'était un truc de recrutement, etc. En fait, le message il était tellement bien personnalisé parce que dans le prompt, il y avait marqué ouais, joue sur les besoins du client, etc. en fonction de son domaine d'activité. Et on a eu deux, trois clients comme ça qui nous ont rappelé. Ils disent ouais, est-ce que vous m'avez vendu ça m'a l'air super intéressant, etc. Faut qu'on s'appelle. Moi, je décroche jamais le téléphone. Et mes commerciaux non plus. Mais en fait, on allait voir le message. En fait, l'IA avait écrit un truc tellement vendeur de rêve de ça va sourcer les clients tout seul, ça va trouver les placements tout seul. C'était au début, tu vois. Ok. Le prompt, il se permettrait trop des choses. Et en fait, nous a permis un peu je sais pas comment dire. En fait, tu pouvais tester des produits. En fait, les mecs, ils ont reçu un email qui les intéressait tellement, mais en fait, c'était pas ce qu'on vendait, tu vois. Donc, c'était juste du rêve. Mais les emails étaient tellement ouf que les gens nous appelaient. Ouais, ça m'intéresse trop votre truc, faut que vous me rappeliez. Non, 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 non. Mais c'est parce que l'IA était partie en cacahuète à dire que tout allait se faire tout seul, tu vois. Mais du coup, en fait, c'est là que tu vois aussi qu'il y a un besoin et que si quelqu'un veut faire de l'IA dans le recrutement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, tu vois. Ouais. Alors, ça, pour le coup, gros point, le cold email, pour faire les études de marché, pour tester les offres, il n'y a pas mieux. Genre, vraiment, ça vous coûte, ben, tu vois, un abonnement à Emelia, et juste vous envoyez un email qui est parfait, qui vend une offre que vous avez même pas encore créée, qui n'existe pas. Vous lancez, genre, 3 offres différentes, 3 cibles différents, et à la fin, vous avez, OK, bon, telle cible adore telle offre, et genre, c'est bon. Genre, franchement, en une semaine, c'est Ouais, fait. Ça, c'est non, magique. mais même aujourd'hui, franchement, tu demandes à Claude, ou enfin à Anthropic ou à ChatGPT, tu dis, vas-y, trouve-moi les problèmes de ces gens-là et contacte-les en leur disant qu'on va résoudre les problèmes. Il est capable de t'écrire 10 000 emails où il a compris le problème de la personne en fonction de son business, etc. Et ton étude de marché, tu l'as fait sans le vouloir, quoi. C'est ça qui s'est passé, quoi. Donc, ChatGPT peut te trouver des business maintenant, quoi. Ouais, c'est fou. C'est, enfin, j'ai trouvé ça ouf quand ça nous est arrivé, quoi. Et Je me suis dit, ouais, le mec, il est un peu trop intéressé par ce qu'on lui vend. On c'est va pas aller normal. regarder l'email qu'on lui a envoyé.
Et je reviens sur un dernier point que tu as dit, on va dire, à toute la fin, quand tu m'expliquais, on va dire, c'était quoi un peu les tendances en cold email. Et tu disais, le plus important, c'était d'avoir quand même défini son offre, son produit et ses clients. Et en vrai, on le répète jamais assez. Bon, c'est valable en vrai pour n'importe quel marketing en général. Mais genre, je Ouais, le vois bien, parce que moi, avec tous les clients que j'accompagne, si j'avais une offre qui marche bien avec des bons cas clients, des personas précis en mode tel secteur ou alors telle personne, enfin, c'est fini, entre guillemets, en 1 heure, vous pouvez lancer des campagnes. À l'inverse, ouais. ceux qui ont rien défini, ça fait que amplifier leurs problèmes parce qu'ils sont là. Ok, je suis face à SalesNav. En fait, c'est qui mes clients? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Enfin, Ouais, ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, c'est savoir ce qu'on vend, à qui on le vend, et savoir, ouais. Et puis juste, il y a un truc en marketing, en tout cas, euh, c'est surtout, tu ne vends pas exactement ce que tu fais, tu vends la finalité de ce que tu apportes, tu vois. Toi, voilà, tu dis pas, enfin, t'as pivoté, mais quand tu es une ouais, agence, c'est sûr. tu vois, tu apportes la finalité. Tu dis, par exemple, toi, si tu formes les gens, tu dis, je vais faire de vous des, tu vois. Tu Ouais, dis c'est ça. pas, moi, je te coach 4 heures par jour, nanana. Non, tu vends la finalité de ce que tu apportes. Et c'est ça qui est, que les gens, dans les PME, TPE, qui n'ont pas forcément le shift de vendre leur truc en vendant la finalité de ce que tu apportes. Ils vendent leur concret, tu vois. Ouais. Donc, alors que sur LinkedIn, vous avez très bien compris. Je booste tes rendez-vous fois 14 000. Je fais de toi une sales machine. Voilà. Sur LinkedIn, tout le monde a compris. Mais sur les TPE, PME françaises, il y en a qui n'ont pas compris comment vraiment vendre vendre ce qu'ils vendent. Ouais. D'ailleurs, juste, tes clients, c'est qui? Parce que du coup, maintenant qu'on en parle, ils ressemblent à quoi tes clients? TPE, PME, start-up, agence, il y a vraiment un peu de tout. C'est pour ça que quand tu me posais la question de notre positionnement ou des choses comme Ouais, ça, en fait, c'est que je ouais, trouve que c'est toujours un peu compliqué parce que un moment on était pour les grosses, un moment on était pour les agences, maintenant on n'est plus du tout pour les agences. Enfin, ça dépend du type d'agence. Euh, TPE, PME, tu vois, en plus dans plein de pays différents ou des freelances, tu vois. Donc c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait on a un panel de clients qui est super large. Donc voilà. ouais. C'est vrai que ça, je pose la question en général et c'est beaucoup plus pertinent pour ceux qui font du service parce que bon, si t'es une agence qui fait des sites web, il faut que t'aies une niche, il faut que t'aies un positionnement différenciant. Parce que tu fais que les sites web, ça marche pas. Vous, pour un SaaS, en vrai, juste la partie feature, vraiment, peut être utilisé par tout le monde. Donc en vrai, pas besoin d'être niché. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu peux avoir, regarde, parce que tu as le côté agence, tu as le côté grosse, enfin, côté Mm. marketing. En fait, de toute façon, il y a un shift même de toute manière qui existe. C'est que tu as les commerciaux et tu as les équipes marketing. Et déjà, est-ce que tu as un outil pour les équipes marketing ou est-ce que tu as un outil pour les commerciaux? De base, on a un outil pour les équipes marketing, mais commence à y avoir des commerciaux qui nous utilisent juste parce qu'on a sorti l'extension LinkedIn qui permet sur les profils de trouver les numéros de téléphone, tu vois, Ouais. comme fait Casper ou Lusha, etc. Donc là, tout d'un coup, tu deviens un peu un outil pour les commerciaux. Donc, tu vois, donc déjà, c'est deux segments qui sont bien distincts, tu vois. Ouais. Et aussi, dernière question, je suis curieux d'avoir ton avis. Alors peut-être que tu n'auras pas la réponse. C'est plus du coup sur la stratégie de LinkedIn. Bon, t'es pas dans leur bureau entre guillemets, mais entre guillemets, pourquoi ils développent pas? Enfin, ils ont plein de trucs à faire et tu vois typiquement ce que vous faites, c'est ce que font plein de concurrents. Ils font le choix de pas le faire parce que ils veulent pas automatiser, dégrader la plateforme. Ils pourraient faire un truc plus ou moins mieux fait entre guillemets. J'ai l'impression qu'ils avancent pas quand même beaucoup en termes d'innovation. En fait, quand tu regardes, ouais, de toute façon, ils sont focus sur l'IA, ils ont 50% de chat GPT, donc ça va, sur l'innovation, ils Ah, sont quand même câblés. attends, Microsoft, ah oui, oui, LinkedIn, ok, c'est oui, Microsoft. ouais, dans ce cas-là, oui, oui, c'est vrai, oui. Microsoft. Non, je pense que c'est la même chose que ce soit Microsoft, donc LinkedIn, Google. En fait, eux, leur but, c'est de favoriser la pub, quoi qu'il arrive. Pub sur LinkedIn, pub Google. Quand Google Workspace nous empêchait à un moment de faire beaucoup de cold emailing, etc., et qu'ils ont mis des restrictions, c'est pas parce qu'ils veulent faire un concurrent qui fait de l'email, mais ils se disent si les gens n'ont plus le cold email, ils mettront de la pub sur Google Ads, ce qui est pas faux. Et donc voilà, je pense que c'est surtout ça. Ils veulent favoriser la pub. Et en fait, il y a un moment, en fonction de là, la direction dans laquelle prend le monde, soit on se fait tous gober par les géants et qu'il y a plus des géants, et t'as pas le choix de mettre de la pub soit chez Facebook, soit chez Google, soit chez Microsoft. Je pense que c'est plus ça leur stratégie en fait. Plus j'empêche les gens de prospecter gratuitement ou pour pas cher, plus je les force à payer de la pub. Moi, je pense que c'est ça. Et... Ou peut-être que vu que là, ils nous ont
bien embêté depuis 2-3 mois, c'est peut-être parce qu'ils s'apprêtent à lancer quelque chose. Mais en vrai, j'y crois pas trop. Ouais. En tout cas, ça fera un bon si tu fais des méta-ads là-dessus en mode le peuple contre les GAFA qui veulent réguler ça et tu vas en mode pirate, ça peut être sympa, ouais. Bah, je pense qu'à un moment, ça peut se finir comme ça. Tu sais que, enfin, il y a une société qui s'appelle Bright Data, je sais pas si tu connais. C'est Non. une société qui est dans la data et dans les proxys, très grosse société. C'est là où il y en a pas mal d'ailleurs qui achètent les bases de données LinkedIn, qui lui a gagné les procès en fait contre Microsoft et contre Facebook pour scraper LinkedIn, parce que lui il scrape LinkedIn à une échelle euh, stratosphérique. Et donc lui, il a gagné ses procès de toute manière. Genre, Donc il n'y a il a pas scrappé de... la data de LinkedIn et il a gagné ses procès en mode bon bah j'avais le droit dans tous les cas, vous avez rien à me dire. Ouais, c'est ça, parce qu'en Ok, plus, il a scrappé la data publique en partant déjà de la SERP, en partant de ok. recherche Google, etc. Mais il a tout scrappé, il le revend à plein de monde. Et lui, il a gagné ses procès. Il a même gagné son procès contre Facebook parce que Facebook n'était pas content qu'il scrappe. Donc en fait, le jour où il y a un gros, enfin tu vois, le jour où peut-être l'Emlist, quand ils vont se faire attaquer et vu qu'ils ont plus d'argent, euh, un moment, si l'Emlist contre-attaque ou dès que tu contre-attaques, en fait, Microsoft et les autres perdront parce que ça tient pas légalement. Là, c'est juste un abus de position dominante. Il nous empêche de parler sur LinkedIn. Bon, c'est, enfin, moi, j'ai C'est que, sorti ouais, l'extension juste après. J'ai sorti la nouvelle extension juste après. Je vais sortir encore plus de trucs sur LinkedIn. Tu vois, à part Full Enrich qui a baissé les bras sur l'extension. ils l'ont Euh, enlevé? Ah ouais? Ouais, eux, ils ont arrêté l'extension. Au début, ils ont fait l'extension sous un autre nom, ce que nous aussi, on pensait faire. Mais en fait, nous, on a juste ressorti l'extension. Mais en fait, on la met en téléchargement manuel, ce qui fait que tu peux pas du tout te faire flag par Ah oui, LinkedIn. c'est en natif, ouais, ok. Donc, en fait, tu télécharges l'extension. Mais Full Enrich, eux, ils ont totalement laissé tomber de faire une extension. Donc, nous, c'est sûr qu'on va rien laisser tomber. Et qu'on va continuer de les embêter jusqu'au bout, quoi. Mais à un moment, quelqu'un de gros se rebellera et même niveau européen, etc., ça tiendra pas, tu vois. Ouais, c'est ça, ok. Ok. C'est vrai que je comprends mieux parce que j'ai eu beaucoup de boîtes qui avaient une extension qui était différente. Bah, Pronto, tu vois, ils ont changé d'extension Ouais. avec un truc différent. C'est justement pour pas se faire zapper, enfin, pour pas se faire choper depuis LinkedIn. Ouais, mais je sais pas, mais je crois qu'ils vont se refaire ban la deuxième de toute Ah manière. bah Je crois super, que ça nickel. plus, C'est en tout cas, Full Enrich a fait pareil parce que Pronto a fait comme Full Enrich. Full Enrich s'est refait ban et donc ils ont dit ok, on laisse tomber. Et Pronto, ouais, ils en ont sorti une deuxième. Je sais pas, mais à mon avis, ça va se refaire ban. Comme nous, on en avait ressorti, on avait créé 3 comptes Google développeurs, on les avait republiés, etc. Mais on s'est refait ban quand même. Tu vois. c'est fou. Donc là, juste téléchargement manuel, c'est le truc le plus sécurisé en fait. Ok, En ouais, fait, en fait, ils nous forcent à nous améliorer. Toi, c'est vrai. soit tu as ceux qui lâchent le combat, soit tu as ceux qui continuent le combat, et en fait, ça nous force à nous améliorer. C'est tout. Ouais, 100%. D'ailleurs, S'il faut qu'on recrée un store, on recréera un store, hein. S'il faut qu'on recrée un navigateur internet, on recréera un navigateur internet, on l'appellera Sales Navigator, tu vois. Genre, zo- ils vont pas nous arrêter, quoi qu'il arrive. C'est un coup d'épée dans l'eau ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, petite question, parce que justement, tant que là tu parles entre guillemets de l'égalité, et moi j'essaie d'expliquer à chaque fois ça, on va dire aux personnes qui me demandent, mais j'ai pas la connaissance technique. Les emails qu'on Ouais. scrape et les numéros de téléphone, c'est légal ou pas tout ça? Parce que tout le monde pose la même question. En vrai, je sais Non, jamais c'est légal. concrètement comment leur expliquer d'où viennent les numéros de téléphone, d'où viennent les emails. Donc, je suis curieux de savoir, toi qui maîtrises Les numéros de plus. téléphone, c'est borderline. On va rester sur le code email. Les numéros de téléphone, c'est borderline. Euh, Numéro de téléphone, borderline, ça c'est un peu compliqué. Tu demanderas aux gens qui sont les fournisseurs des numéros de téléphone, les vrais. J'ai le CEO de C'est leur. Rich qui vient, je pense, dans un mois. Il va me dire pareil, il va me dire qu'il c'est borderline. Bah voilà, tu lui demandes son truc. Lui, il est très sur les numéros de téléphone, donc tu lui demandes. Sur le cold emailing, scraper, c'est légal, puisque en fait, scraper, c'est juste automatiser quelque chose que tu pourrais faire à la main. C'est juste qu'on le fait plus vite. Il y a pas de problème de légalité à faire quelque chose plus vite. Voilà. Après, si c'est scraper des données privées, si les données étaient privées et que tu les rends publiques, là, il y a un problème légal. Mais c'est pas ça que tu fais. Toi, tu scrapes des données auxquelles tu as accès, qui sont sur LinkedIn Sales Navigator. Microsoft te les a données, tu les prends. Après, la technologie pour trouver les adresses email, elle ne se base pas sur une base de données, donc il n'y a rien de RGPD ou quoi. C'est des technologies qui font des pings de serveurs pour trouver quelle est la bonne combinaison des emails.
Et ensuite, vu que tu contactes les gens en B2B, la seule chose légale à laquelle tu es tenu, c'est de leur donner une manière de sortir de ta séquence. Mais tu n'es pas obligé d'avoir leur autorisation préalable puisque c'est du B2B. Donc, tu vois, tu les connais, tous ces énervés parfois quand tu fais du cold email qui disent ouais, mais vous n'avez pas le droit, nanana. Si, si, on a très bien le droit parce que c'est du B2B. Au moment, si plus personne ne prospecte, et d'ailleurs, Zoom Info aux États-Unis, je ne sais pas si tu connais, bah, Zoom Info, c'est le market leader du market Ouais. leader. C'est au-dessus d'Apollo, c'est au-dessus de tout le monde. Lui, c'est son combat, il va au congrès, etc., pour justement qu'il n'y ait pas trop de restrictions parce qu'à un moment, faut bien les vendre, faut bien vendre les choses. En Ouais. fait, si tu n'as plus de force commerciale, si tu empêches toute action commerciale, bon, bah, ça y est, il y a plus de pays, il y a plus d'entreprises, il y a plus rien, hein. Au moment, faut bien être commercial. Donc, non, non, tout ce qu'on fait, c'est légal. Les numéros de téléphone, c'est un peu plus borderline, ça dépend des pays. Euh, voilà, je te laisserai poser la question à Full and Rich. Mais tout ce qui est cold email, tout ce que tu peux faire à petite échelle et que tu as juste une technologie qui te permet de le faire à grande échelle, ne peut pas être interdite. Sinon, tu vois, si toi, tu essaies de trouver mon adresse mail et t'essayes nils@emelia, nils.cohen@emelia, bah voilà, bah en fait, tu viens de faire la même chose qu'un email Finder, sauf que l'email Finder, il le fait beaucoup mieux, de manière beaucoup plus pertinente, mais c'est la même chose que ce que tu fais manuellement, tu vois. Ouais. Nickel. Bah, écoute, très bien expliqué. Parce que, ouais, beaucoup des personnes, et je pense, on va dire, à tort, pensent que du coup, l'email vient de l'email avec lequel tu t'inscris sur LinkedIn, et du coup, tu scrapes ça. Non. Et ce qui est pas du tout. C'est vraiment, comme tu l'as dit, serveur en B2B. Alors, oui, nous, quand tu scrapes LinkedIn Sales Navigator et que tu trouves les adresses email avec Emilia, on te donne pas les nils.cohen@gmail.com. Ouais, c'est ça. Alors que certains, on pourrait les trouver, mais tu vois, moi, si je vais sur ton profil et que je clique sur le truc contact, parce que je suis en relation avec toi, eh ben, je peux voir l'adresse email si tu as choisi de la rendre publique. Ouais. Et à partir du moment où tu l'aurais rendue publique, eh ben, du coup, alors j'ai le droit de l'utiliser puisque tu l'as rendue publique parce qu'on est en contact. Donc voilà. Mais nous, oui, d'une manière générale, normalement, tu n'utilises pas les Gmail ou les Hotmail. Ouais, 100%. Oui, et d'ailleurs, je précise, ce qu'on a dit, c'est du coup, c'est valable pour les emails B2B. Parce que parfois, je vois qu'ils scrapent des listes de Gmail et les balancent dans le newsletter qui est genre sans lien des inscriptions, etc. Ça, c'est pas légal. Ou en tout cas, c'est vraiment limite. Là, Ça, on parle de prospection ça, B2B. ça, c'est pas légal en fonction de là où tu les as récupérés. Si tu, par exemple, si tu vas sur Contact Out aux États-Unis et que tu récupères plein de boîtes mail Gmail, genre les miens, etc., et que tu viens de prospecter, ça, normalement, tu n'as pas le droit. Mm. Mais si, par exemple, je scrape les restaurants avec scrap.io ou Outscraper Oui. pour scraper Google Maps, je scrape les restaurants et sur leur site, ils ont mis restaurant du cobu@gmail.com, bah, du coup, ça devient leur adresse mail professionnelle. Donc là, tu as le droit. Ok, ouais, dans ce cas-là, ouais, ok, intéressant. Bah oui, parce que tu l'as scrappé sur leur site. Ok. Et du coup, juste, vous, au sein d'Emilia, la cascade que tu as fait, du coup, c'est tu prends d'autres, on va dire, fournisseurs qui font ça et tu les mets du coup à la suite. C'est ça? Ouais, Pour que les gens comprennent? ouais. Ouais, bah, c'est de l'enrichissement en cascade de numéros de téléphone. Si tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est, juste fais-nous confiance que tu auras le plus haut taux de trouver le numéro de téléphone possible au meilleur prix. Ok, ouais, c'est 100%, ça marche. Hop. Bah, écoute, franchement, c'était très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux ajouter ou des points auxquels tu voulais parler, cold email ou non? J'ai encore un peu de temps. Non, 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 rien de spécial. Ok. Rien de spécial. Si toi, tu as des questions. Et puis voilà, peut-être on refait ça dans un an, pourquoi pas, quand on aura fait x3. Quand vous avez fait x3, franchement, ouais, carrément. x3, du Ok. coup, ça fait du coup, enfin, tu communiques sur ton MRR ou pas? Pas Non, directement? je pense que c'est une erreur Je de. pense aussi, ouais. Sauf quand tu es déjà très très gros et que tu es irrattrapable. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de SaaS, tu vois, qui communiquaient un peu trop sur leur MRR, et du coup, qui se sont retrouvés avec plein de concurrents. Enfin, maintenant, pour rattraper Emilia, il y a du chemin. Mais tu vois, par exemple, des scrappers qui disent, ouais, bah nous, on fait 200 000, on fait 250 000. Tout d'un coup, en fait, tu as 10 mecs qui ont lancé des scrappers, en fait, juste parce qu'à force de le dire sur une technologie aussi simple, bah du coup, en fait, tu crées ta propre concurrence, tu vois. J'ai vu Ouais. plein de scrappers qui sont montés juste parce que Eva Boot, il montrait trop ses chiffres. Et j'ai eu deux, trois mecs qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu peux nous aider parce qu'on veut faire un scrapper? Et du coup, parce que bon, j'ai vu que lui, il faisait 200 000, alors s'il fait 200 000, je peux au moins faire 20 000. Et j'en ai eu au moins deux comme ça, juste parce que les autres disent les chiffres, tu forces à la concurrence. Et tu vois, surtout même tout ce qui est enrichissement en cascade, même, tu sais, c'est tellement Ouais, simple c'est à fou. Ouais. coder. En fait, c'est tellement simple à coder que il y a plein de concurrents qui sont en train de se monter. Mais après, un truc que je rappelle aussi à tout le monde,
c'est que c'est pas qu'une question de prix ou une question de faire la même chose. Faut marketing, etc. pour réussir. Il y a des mecs qui ont essayé de lancer des concurrents à Emelia en essayant de nous piquer nos clients et juste de faire la plateforme moins chère. Aujourd'hui, C'est que ça, ouais. s'ils font 500 balles. En fait, voilà, c'est pas qu'une question de prix. Mais ça sert à rien d'alimenter la concurrence quand même en poussant les autres à créer des SaaS, quoi. Parce que Ouais, tout le monde crée des 100%. SaaS maintenant. C'est que c'est une grosse question que j'ai envie de poser du coup aussi au Full and Rich parce que eux ont un truc vraiment simple entre guillemets sur le papier. Ils sont quand même très gros Ouais. parce qu'ils ont fait du branding autour de ça, etc. Alors que in fine, en vrai, leur outil, évidemment, il est plus complexe maintenant, mais t'en as des centaines et qui font plus ou moins la même chose. Du coup, je suis curieux de savoir Ouais, comment eux bah, nous aussi, on voient fait les la même choses. Ouais, vous faites pareil Nous aussi, aussi, ouais. on fait quasiment la même chose. C'est juste qu'on ne le market pas de la même manière. Ouais, Parce que moi, j'arrive pas à le marketer comme ça. Parce que tu vois, déjà, le waterfall enrichissement sur l'email, pour moi, aujourd'hui, quand tu sais qui sont les fournisseurs des deux, trois, qui sont en premier chez les plus gros fournisseurs, en fait, le waterfall enrichment sur l'email, il sert plus à grand chose. Parce qu'en fait, tu as deux, trois fournisseurs qui te donnent 90% du boulot. ouais. Donc, mais ça a bien marché niveau marketing pendant un moment. Donc, c'était mais nous, on n'a jamais dit waterfall enrichment, puisqu'en fait, sur l'email, c'est un peu du bullshit aujourd'hui. Puisqu'on a deux, trois fournisseurs qui, en fait, fournissent 90% des waterfall enrichment de beaucoup de gens, tu vois. Ouais, 100%. D'ailleurs, pour ceux qui veulent tester, alors Clay, du coup, permet de le faire de manière ultra simple, de manière native. Où là, vous voyez concrètement comment ça marche. Et d'ailleurs, ils ont été forts de faire ça. Alors, ça coûte cher parce qu'il Ouais. faut tout connecter en crédit, etc. Mais avec Clay, du coup, tu peux connecter genre 15 providers et tu vois, à chaque fois, tu mets les moins chers au début et tu vois comment ça se passe, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, de toute manière, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, les email providers, tu remontes il y a 2, 3 ans. Il y en avait qui étaient bons, il y en avait qui trouvaient beaucoup plus les Microsoft, d'autres qui trouvaient beaucoup plus les Google, d'autres qui trouvaient les SMTP IMAP, etc. Mais maintenant, en fait, à part certains qui sont toujours à la traîne, je sais pas comment ils font, t'as deux, trois, ouais, t'as des gros noms qui sont très très nuls, hein. Ouais, Euh, je les ai en tête, mais bon, on dira rien. mais qui sont très bons niveau marketing, tu vois. Euh, mais en fait, aujourd'hui, deux, trois fournisseurs te suffisent largement. Et les autres emails qui sont trouvés sur les derniers, il y en a trop. Après, ça part en boons, tu vois. Ouais. Nous, on a eu des cas chez Emilia où le mec trouvait la plupart de ses emails chez nous parce qu'on n'était pas cher. Ce qu'il ne trouvait pas, il le mettait dans un enrichissement en cascade. Et après, du coup, il y avait sa campagne de cold email avec les emails d'Emelia et la campagne de cold email avec l'enrichissement en cascade. Tu en avais un, tu avais 25% de boons sur ce qui restait. Et nous, on était à 2%, tu vois. Mm. Donc, ouais, trouver 10% d'emails en plus pour trouver la moitié de faux, tu vois. Ouais, Bon, voilà, petite balle perdue de fin de session. ouais, Barnes, du coup, c'est Mais, les emails qui sont pas valides. En mode, ils reviennent parce que du coup, ils n'existent pas. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on te fait payer beaucoup plus cher pour trouver plus d'emails, mais au final, il y a trop d'emails qui sont faux, tu vois. Ouais. D'ailleurs, Donc, c'est pas c'est quoi ton avis sur la personal brand, si c'était encore quelques minutes, parce que tous ceux que j'interviewe, ils sont là, ouais, personal brand, ultra important, etc. Toi, par contrainte ou alors par choix, peu n'importe, ton LinkedIn, t'en as plus, c'est ok pour toi, tu Ouais. m'as dit. T'as pas de YouTube en perso, tu parles de YouTube d'Emelia. Toi, ça Et t'intéresse pas la personal brand? bah, si, si, bah, en fait, moi, c'est pas mon truc, tu vois, de me mettre grave en avant, de ouf, etc. C'est pas mon délire. Déjà, pour que je fasse des vidéos YouTube, il a fallu se chauffer. Pour que après, je mette ma tête sur les vignettes de la vidéo Oui, j'ai YouTube, vu ça, il a ouais. fallu du temps. Et là, si, évidemment, je pense que la chaîne YouTube d'Emelia va s'appeler Nils d'Emelia et que je vais arrêter avec le fait de pas faire de personal branding parce que ça marche. Mais voilà, c'est pas mon truc de base. Moi, je voulais que la société soit connue et pas, tu vois, et pas la personne. De toute façon, je suis toujours pas connu, tu vois. Et même quand tu es connu, de toute façon, tu es connu dans un Ouais, microcosme, c'est tu ça. sais, dans le monde réel, ça n'existe pas, tu vois. Euh, donc, si, je pense que le personal branding, c'est super important, mais voilà, j'ai eu du mal à passer le pas. Là, je vais pas le faire sur LinkedIn parce que LinkedIn, ça m'intéresse pas trop. Mais sur YouTube, ouais, la chaîne va changer de nom et ce sera ma chaîne et plus la chaîne d'Emilia, quoi. Ok, ouais. Et en plus, sur LinkedIn, t'as pas vraiment le choix parce que je pense ils te rebanneront à jamais. Ouais, je pense, tu vois, ou voilà, je laisse le truc monter parce que des gens me demandent et puis on verra dans 1 an, 2 ans, je suis sûr, si je suis remonté à 3000, 4000 abonnés. Mais je pense que YouTube, c'est mieux, j'ai envie de dire plus de trucs, donner plus de conseils, etc. Et les conseils sur un post LinkedIn, c'est pas trop possible. Là, je veux un peu montrer aux gens, pardon,
comment créer des automatisations sur N8N avec de l'IA en utilisant Emilia, tu vois, comment se créer un assistant de campagne. Tu vois, moi, toutes mes réponses de campagne, je les ai sur mon téléphone. Je peux dire, ok, bah, réponds-lui que je suis dispo, etc. Enfin, tout ce genre de trucs, j'ai envie de le montrer aux gens, tu vois. Euh, donc, ça va être ma chaîne YouTube parce que je veux parler de trucs beaucoup plus larges que juste d'Emilia, tu vois. Ok, Je veux ouais, c'est bon. parler IA, prospection, automatisation. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu qui marchait ultra bien pour tout ce qui est, on va dire, YouTube stratégie pour les SaaS, c'est qu'en fait, tu présentes des choses vraiment complexes, soit d'écosystème, soit workflow. Et du coup, parmi ça, ah bah, comme par hasard, il y a ton SaaS qui passe, entre Ah bah guillemets, oui. dans le workflow. Mais du coup, tu vends pas juste ton Ouais, SaaS, tu vends, genre, comme tu dis, workflow, AI, N8N, etc. Et tu montres comment connecter ça à Emilia. Et en général, c'est ce qui marche le exact. mieux. Ouais, voilà, c'est un peu ça que je vais faire, tu vois. Ouais, je pense que c'est un peu la stratégie que je vais appliquer. Et Ok. puis surtout parce que ça m'intéresse de fou, tu vois. Et puis N8N est devenu presque accessible. Tu vois, à l'époque, les gens ils Ouais. utilisaient Zapier. Maintenant, les gens ils utilisent Make. Make beaucoup plus. Et je pense qu'on est pas mal au shift où il y a moyen que des gens shiftent sur N8N parce que vu qu'N8N maintenant fait les agents IA, Ouais. et mieux que Make. Et je parle pas juste du truc agent IA. Oui. En fait, il y a vraiment le module LangChain, qui est la technologie qui permet de faire des agents IA, etc. En fait, il y a un monde de possibilités qui vient. Je dis pas que N8N c'est accessible au premier lambda, euh, mais si j'arrive à l'expliquer bien et à faire des bonnes vidéos, je pense que plein de gens peuvent réussir à y arriver. Tu Ouais, 100%. Écoute, vois. Voilà. en tout cas, merci. De toute façon, bon, t'es à Rome pour une semaine, donc je te prends pas plus de temps. Ouais, profite un peu. Tu bosses à fond ou pas Ouais, dans ouais, ces cas-là, ouais, ou bah ouais. t'es en full vacances? Un petit coup de fil tout à l'heure, un petit message à l'équipe tout à l'heure, et puis, mais sinon, ouais, là, vraiment, là, je raccroche avec toi, c'est full vacances. Parce que là, t'as pas vu, mais pendant que sur la fin, là, ma Ouais. copine, elle est rentrée, elle est ressortie, là, elle va pas être contente. Oula, ok, Donc bah là, écoute, je vais te ferme, laisser. Je vais te laisser là, alors. je ferme, et après, on va se balader à Rome, ouais. Manger une Yes. pizza. Bah écoute, merci encore. Tu diras désolé à ta copine de ma part. Et puis Oh, écoute, elle a l'habitude de me ok, voir. bah écoute, de toute façon, tu reviens quand tu veux. Une fois que t'as fait dans un an, x3, on reparlera de Ouais, comment t'as fait ça. Et puis merci encore. carrément. T'as partagé beaucoup de trucs, à la fois spécial en cold email et beaucoup de trucs entre guillemets un peu underground que j'aime beaucoup. Donc merci pour ça. Je pense que ça va plaire. Je t'en prie, je t'en prie. Bah écoute, merci à toi pour l'invitation. En tout cas, c'était cool. Et bah, on se tient au courant. S'il y a besoin de quelque chose, on s'appelle. Nickel. Ciao, ciao.